Naïm Arabe. Arabe. Arabe, international espoir, qui est un bon joueur, beaucoup de qualité athlétique là derrière. Bon placement. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont tout et tout le monde autour d'eux pour être accompagnés comme il faut, pour recevoir les conseils qu'il faut. Mais le problème, c'est qu'ils veulent pas écouter. Ils veulent pas écouter. Ils ont un problème de confiance, je crois. Il leur faut un peu de confianza, c'est un médicament. Mais le fameux Wydad contre Raja. Impressionnant. Ouais. Ah ouais, non, franchement, pour moi, c'est comme quand Cell, il se bat contre Sangohan. Et tu vois, l'énergie, là, et les pierres, elles montent, le sol, il tremble. Très belle référence. Franchement, c'est la même chose, sauf que t'as 100 000 personnes, t'as des fous sur les lampes. Salut Naïm. Salut Christian. Comment tu vas? Très bien, merci. Ouais, les vacances, ça va. Ça se passe? Pas encore, bientôt. Bientôt? Et tu reviens fin prêt pour cette nouvelle saison, du coup? Exact. Ok, mais avant de parler de cette nouvelle saison, je pense que ça pourrait être intéressant déjà de rapidement faire un sommaire pour expliquer qu'on va d'abord parler de ta jeunesse, ensuite de ta carrière de joueur, et pour terminer sur ta carrière ta carrière en tant qu'entraîneur de club, pardon. Mais avant toute chose, commençons par le début. T'es né où, quand? T'as grandi où? Bah écoute, je crois que c'est une question qui attend une réponse assez vaste pour parler de ma jeunesse. Mais je suis né donc à Bruxelles. J'ai grandi à Bruxelles, à Anderlecht et Molenbeek. Pour parler d'un fait marquant dans ma vie, dans ma jeunesse, c'est qu'à 9 mois, j'ai perdu mon père. Ok. Et du coup, en fait, ma mère était veuve à 17 ans. Et ça a un peu perturbé, ça perturbe n'importe quelle femme, n'importe quelle personne dans le monde. Et bon, par la suite, ma mère s'est remise en couple avec mon beau-père, quoi. Ok. Et du coup, t'as grandi dans cette zone-là, et comment le football a commencé? Ben, le football a commencé à l'âge de 4 ans et demi. C'est mon grand-père qui a incité ma mère à m'inscrire au Bonheur, où j'ai fait quelques semaines, je pense. Et par la suite, je suis parti un peu plus loin à Anderlecht. Ok. Ouais, où j'ai joué 3 saisons, donc de U5 à U8. Et puis Anderlecht a décidé de me mettre de côté. Ok. Malheureusement, et c'est sur quoi ma mère leur a dit qu'ils reviendraient me chercher tôt ou tard. Et donc la suite, c'est quoi? C'est que tu vas au RWDM? Ouais, donc la suite, c'est que je vais au RWDM où je fais 4 saisons. Et là aussi, il y a un fait marquant, parce que j'ai eu un coach en U11 qui m'a dit la fameuse phrase là, qu'on fait pas d'un âne un cheval de course. Ok. Et puis voilà, c'est là que tu vois l'importance des mots. parents, des mamans, des papas. Parce que bon, les mots ont le pouvoir de construire ou de briser. Et après, c'est tout le temps une question de perception. Et chaque parent, par rapport à son vécu et sa logique, va le percevoir d'une certaine manière. Et bon, les mamans, on sait qu'elles sont bienveillantes, qu'elles ont cet amour pour leur enfant. Et bon, la réaction de ma mère, c'était que elle est restée très calme. Et au final, moi, elle m'a inscrit à l'athlétisme parce que moi, je manquais de motricité, de technique de course, et j'étais un petit peu dodu. Ok. Donc c'est pour ça que bon, d'un âne on fait pas un cheval de course. Et au final, non, voilà, j'ai travaillé davantage. Mais c'est surtout la gestion que mes parents ont eue, et l'éducation qu'ils m'ont donnée, qui a fait toute la différence, en fait. Mais ces phrases-là, elles t'ont perturbé. Plutôt, comment t'as ressenti ces phrases-là? Parce que moi, je vois un peu deux issues. Est-ce qu'il y a le côté, ça te touche et t'es blessé et t'es au fond du trou et tes parents t'aident, ou ça t'a touché mais t'as une rage de montrer à ce monsieur qu'il avait dit n'importe quoi? À 11 ans, ouais, je comprenais pas tellement Ok. l'importance et le poids que cette phrase pouvait avoir. Mais au fil du temps et comment ma mère me l'a expliqué et comment elle l'a utilisé pour que ça soit en fait quelque chose qui allait m'accompagner dans mon processus de développement, dans ma carrière et dans ma vie aussi. Parce qu'au final, aujourd'hui, bon, j'en parle
j'en parle de manière quotidienne et c'est devenu quelque chose en fait qui est devenu mon leitmotiv de et après voilà il a été maladroit le coach, mais au final il m'a inspiré. Donc d'une situation négative, on a pu créer quelque chose de positif. Et ça aussi, c'est une qualité de la Mama, quoi. Ok, mais c'est intéressant parce que l'air de rien, ça a eu un déclic qui a peut-être fait que tu as pu faire carrière par la suite, vu que tu me dis que tu vas faire de l'athlétisme. Et donc là, tu es au REDM, et c'est Ouais. quand que tu reviens à Anderlecht? En fait, là, après RWDM, ils m'ont mis à l'écart aussi. Mhm. Donc j'ai été à Strombeek, parce c'était pas très loin de Bruxelles aussi. Ok. Et après un En an à D2 à Strombeek, l'époque, hein. ouais, c'était en D2. Et après un an, ils allaient fusionner. On avait fait un match test. Et malheureusement, j'avais pas été repris pour faire partie du FC Brussels. Du coup, je suis parti à Tubize avec le coach que j'avais à Strombeek. Et là, j'ai fait 2 saisons. Et dans ma deuxième saison, j'étais repéré en sélection de Brabant et c'est là en fait que j'ai été repéré par Anderlecht. Donc ça a été Mais gros début de carrière, je dirais pas, mais en jeune, donc tu as vraiment essuyé pas mal d'échecs, mais tu as réussi à rebondir. Tu te retrouves au RSCA, qui est à l'époque le plus grand club de Belgique et le plus grand centre de formation de Belgique. Je sais pas si actuellement c'est encore le cas, mais en tout cas à l'époque c'était vraiment le top du top. Tu arrives directement à t'adapter? c'est compliqué, hein, parce que je passe de U17 de la D2 Tubize vers un club comme Anderlecht. C'est comme tu dis, à l'époque c'était le top avec des joueurs comme Dries Mertens, Cheikh Tioté, paix à son âme, Jonathan Lejar, Roland Lama, Vadis Ojidja, Sven Kums, j'en Ouais, passe ouais. encore, mais ouais, c'était vraiment une grosse génération. Et en fait, bon, le football, ça allait encore, mais c'était juste cette culture qui était différente, cette pression qui était différente, parce que bon, le gap, il est quand même assez grand entre Tubize et Anderlecht. Il m'a fallu du temps, mais voilà, je savais que les places, elles étaient très limitées en équipe première. Et du coup, mon plan était déjà fait, en fait, que je voulais faire 1 an et demi maximum et puis partir parce que j'ai vu trop de joueurs traîner, attendre et au final, ça devient un cimetière, c'est U21, Ouais. U23 et après tu finis par être en promotion ou en D3 et ça, c'était pas mon but, quoi. Et donc tu as le bon réflexe de penser aux Pays-Bas. Et comment c'est venu? Comment le plan est venu? Écoute, j'ai dû prendre des risques, malheureusement. Je conseille personne à faire ça, mais bon, c'était un mercredi, j'ai décidé de pas aller à l'école parce que je voulais absolument trouver un club et j'avais cette envie, en fait, d'aller à l'étranger et j'ai envoyé des mails, des CV à différents clubs en Europe. J'ai essayé d'appeler, aussi différents clubs, C'est une époque, c'est quoi? Là, on est en 2006, donc il 2006, y ouais. il y a presque 20 ans. Ouais, parce qu'aujourd'hui, ça se passe pas comme ça, hein. On peut pas appeler un club, Exact. alors qu'à l'époque, à l'ancienne, c'est drôle que tu en parles, c'est que beaucoup de gens le faisaient et les clubs étaient encore accessibles, en fait. Et donc toi, tu te dis tout seul, déter: «Je vais appeler les clubs et je vais voir où je peux trouver un plan». Ouais, je l'ai fait en cachette de mes parents parce que moi, j'ai pas été à l'école. OK. Donc je suis resté à la maison. J'ai fait semblant d'aller à l'école, mais je suis revenu et puis après voilà, j'ai manigancé, un tas de choses pour essayer d'obtenir un test le plus vite possible et bon, ceux qui ont répondu le plus vite possible, c'était Nick, quoi. Mec, OK. Et encore, il m'avait dit de venir au mois de mai et je crois que c'était le mois d'avril ou quoi et finalement, ouais, j'ai poussé pour, dire à l'entraîneur, que j'ai eu en ligne, si je peux venir demain matin et finalement il a accepté et après, je crois 45 minutes d'entraînement, Validé. l'affaire était validée, bouclée, quoi. Mais c'est marrant parce qu'à cette époque, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de joueurs de votre génération qui venaient d'Anderlecht, qui faisaient le choix d'aller en Hollande et pour qui en général ça se passait bien. Notamment Arnaud Djoum qu'on a reçu, qui est aussi passé par la Hollande et ça a été un bon step pour lui. Et tu as parlé tout à l'heure de Dries Mertens qui a également fait Exact. ce choix-là. Qu'est-ce que tu as vu de différent directement aux Pays-Bas? En fait, en partant d'Anderlecht vers les Pays-Bas, je me disais qu'aller à NEC, Nijmegen, NEC Nijmegen, c'était un club du milieu de tableau qui il jouait quand même la Coupe de l'UEFA à l'époque. Mais par rapport à Anderlecht, je croyais que ça allait être
un peu moins élevé comme niveau. Mais au final, quand je suis arrivé, j'étais agréablement surpris de l'intensité en fait qu'il y avait à l'entraînement, de cette culture de travail, cette culture d'équipe, même aux entraînements. Et je trouve qu'il y avait une grosse différence par rapport à Anderlecht où il y avait énormément de joueurs de qualité. Mais voilà, ils savaient quand t'as fait et quand pas t'as fait, alors que là-bas, c'était au quotidien, tout le temps top level, quoi. Et donc là, tu joues essentiellement avec les U21. De temps en temps, tu te retrouves avec l'équipe première. Mais c'est quoi qui ne t'a pas permis directement alors de pouvoir être lancé à ce moment-là? Bah, j'étais encore jeune, hein. Je jouais en tant que défenseur central. J'étais un défenseur central à l'époque encore un peu trop focus sur la coupe de cheveux et sur les vapeurs blanches, les mercuriales. Quoi, Du tu coup, faisais de belles longues balles, ouais, voilà. mais t'étais distrait de temps en temps, quoi. Exactement, ouais, c'est un peu le problème que la majorité des défenseurs qui grandissent à Bruxelles, Ouais. quand ils arrivent à un certain niveau, ils ont du mal à rentrer dans ce mood et dans ce mindset de vrai défenseur avec Ouais. les chaussures noires, crâne rasé, et allez, en flamand ils disent no nonsense, Ouais. tu vois, de pas chipoter, d'être efficace en fait. Et je crois que même Vincent Kompany, Ouais. il avait eu un moment de transition quand il est parti en Allemagne. Ouais. Et je crois qu'il a tourné le bouton quand il était en Angleterre. Voilà. Juste, C'est là qu'il a commencé à taper dans les tribunes. Et ça, c'est un réel problème. Je crois que c'est en Belgique, de manière générale, mais encore plus chez nous, les Bruxellois, et les défenseurs centraux, quoi. Ok, mais donc, disons que t'es pas prêt. À ce moment-là, tu décides de partir ailleurs et tu fais pas n'importe quel choix. Tu vas en Grèce. C'est toi qui choisis. Est-ce que tu as un agent ou est-ce que, encore une fois, tu tentes une aventure avec un contact? De nouveau, à ce moment-là, la seule personne qui m'accompagnait réellement, c'était ma mère. Depuis tout petit, mais voilà, j'avais pas d'agent qui gérait ma carrière, qui m'accompagnait au quotidien, qui gérait mes problèmes au quotidien. Et un jour, bon, j'ai eu un contact avec Rachid Tajmout, qui m'avait proposé d'éventuellement aller soit en Grèce, soit donc à Larissa ou à Murcie, donc en Espagne. Et moi, mon kiff et mon rêve, c'était de jouer en Espagne. Mais il m'avait dit, voilà, tout dépend du premier coup de fil. Si c'est la Grèce, c'est la Grèce. Si c'est l'Espagne, ce sera l'Espagne. Et du coup, bon, il y avait Mbou Mpenza qui avait signé en Grèce et c'était lui qui l'avait fait signer. Et du coup, le coach voulait me voir pendant quelques jours, une semaine max. Et donc, je suis parti là-bas au final. Donc, j'ai fait un entraînement et directement après, le coach a validé et puis j'ai signé là-bas, quoi. Et là, c'est, on va dire, les premières saisons où tu as vraiment du vrai temps de jeu. Raconte-nous, c'est comment le foot grec? Foot grec, c'était une période aussi assez spéciale parce que la Grèce venait de gagner le championnat d'Europe. Ouais, juste. Et dans mon équipe, je crois qu'il y avait 6 joueurs qui avaient gagné ce championnat d'Europe. Ah ouais, quand même. Ouais, à ce moment-là, il y avait beaucoup de joueurs qui venaient de Première Ligue. C'était un peu les Émirats d'aujourd'hui, en fait. Et les joueurs venaient là-bas en fin de carrière parce qu'il faisait beau, il y avait une qualité de vie top. Ok. Et le championnat restait quand même assez attractif avec des équipes comme l'Olympiakos, le Pana, Ouais, PAOK, ont certains résultats. Hein. Paris Salonique, ouais. Et du coup, ouais, non, c'était une très très grosse expérience parce que j'avais 20 ans et je jouais avec des gars de 36, 37, 38 ans. Donc c'était très très enrichissant. Et t'as déjà tourné le bouton là par rapport au défenseur central élégant ou t'es encore toujours dans... Non, tu te bats contre toi-même? Justement, en fait là le coach c'était Marinos Ouzounidis et il parlait un peu français parce qu'il avait joué au Havre. Okay. Et je me rappelle que un jour j'avais sorti ma nouvelle paire de Vapor parce que c'était Vapor Level Max et c'était bleu ciel un peu, je crois, ouais, bleu ciel. Et je me rappelle, il rentre dans le vestiaire et il me regarde, il me fait hey, Renaim, what is this, Remalaka? Are you serious? You are defender. They go paint this in black, Remalakas. Et du coup, ça m'avait un peu choqué. Et il y avait Nikos Dabizas, un défenseur central qui avait joué à Newcastle. Je sais pas si tu connais.
C'est lui qui a pris la Ah oui, par fameuse... Bergkamp. Ouais. C'est lui qui donne le contrôle orienté. Je le mets pas trop en évidence là, mais bon, c'était un monstre. Bon, après il joue à Newcastle, Ouais, et non, à cette époque c'était quand même quelque chose, mais... Ouais, non, c'est vrai que... Mais lui, c'était le défenseur en personne, c'était une machine. C'était un monstre, il était tracé de partout. Et à l'entraînement, il taclait, il s'arrachait, il se donnait. Avant l'entraînement, il était en salle. Après l'entraînement, il était en salle. Et je me rappelle qu'un jour, on avait battu l'Olympiakos et sur le chemin du retour, j'ai appris un sandwich sur la route. Et il m'a attrapé, il m'a dit Hey, what are you doing, Naïm? C'est pas comme ça qu'on devient pro, qu'on est pro et qu'on reste pro, quoi. Et du coup, il m'a dit viens, va prendre des pommes de terre, va prendre du poulet et des légumes et mange quelque chose de sain, quoi, pour mieux récupérer, pour mieux performer et ça va être que positif et bénéfique pour moi, quoi. Et du coup, voilà, c'est tout doucement, j'ai commencé à comprendre et je crois qu'après la trêve, je me suis métamorphosé. Je me suis transformé. Nourriture, mindset. Ouais, un peu de tout en fait. Ça a été progressivement, mais tout d'abord j'ai acheté une tondeuse. Je me suis rasé les cheveux. Ah ouais, je me suis mis en mode Super Saiyan. Quoi, les mots qui t'a lâché, tu t'es dit en vrai, je dois tourner le bouton. Ouais, non, je dois tout faire, ok. Il me fallait du temps pour comprendre parce que quand t'as baigné toute ta jeunesse au parc, dans des clubs comme Anderlecht aussi, où tu dois être propre, tu dois sortir le ballon propre, tu peux jamais dégager. C'est difficile d'enlever ces habitudes-là qui sont devenues en fait des habitudes. Ouais. Mais maintenant, voilà, j'ai changé, j'ai acheté des Total 90 là, les grosses chaussures là très lourdes. Donc je me sentais obligé de travailler davantage un peu dans le sable, plus de motricité, de coordination, d'explosivité, et de travailler plus en salle. Mais au final, non, ça m'a beaucoup aidé. C'est des gars qui, au final, m'ont inspiré, quoi. Ouais, mais c'est bien que tu aies pu... c'est une chance pour toi que tu aies pu rencontrer ce type de joueur. Mais l'année d'après, tu te retrouves à Charleroi. Exactement. Mais il se passe quelque chose, en fait. Comment or que tu es en train de te lancer là-bas, pourquoi Charleroi? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Dans ma deuxième saison en Grèce, j'étais repris en équipe nationale avec Jean-François Dessart et j'avais joué quelques matchs et un des matchs c'était contre la France et la Slovénie et je me rappelle que j'avais fait des gros matchs et il y avait Vadis Ojidja qui jouait aussi en équipe nationale, on jouait ensemble et je me rappelle qu'un jour il m'a dit le scout de Bruges il est très chaud sur toi, Naïm. Et je lui dis ah ouais, t'es sérieux? Il m'a dit ouais, parce que le coach Adri Koster il aime bien ton style et tout et du coup moi à ce moment-là je réalisais pas trop parce que j'étais pas trop dans ce monde de management et d'avoir un agent qui te suit, d'avoir ces intérêts là de club et puis il y a même Mbo Mpenza qui m'a dit ouais, il y a un agent qui va te contacter parce que Bruges est vraiment chaud sur toi, quoi. Et au final c'est un moment marquant dans ma carrière, si pas le plus marquant, parce qu'au final je me rappelle quand je suis revenu d'équipe nationale en Grèce, je crois que je venais d'arriver peut-être 1 ou 2 jours et mon téléphone un jour il sonne et je réponds et c'était Christophe Enroté et il me dit voilà bonsoir Naïm, c'est Christophe Enroté, je t'appelle, je vais droit au but, il y a 2 clubs belges, donc Bruges et Westerlo, c'était Keulemans et Adri Koster les coachs qui sont très intéressés par toi, maintenant voilà il me faut un mandat. Il me faut absolument un mandat et pour que je puisse te représenter et comme ça on peut valider la transaction. Le prix de transfert est déjà validé par le club. Ton contrat de 4 ans est déjà validé avec des montants quand même. Allez. Pour toi à l'époque, c'était quelque chose. C'était plus que quelque chose. Et du coup, moi, je bossais indirectement avec une personne et cette personne, je lui donnais ma parole. Et du coup, j'ai dit à Christophe, écoute Christophe, je te rappelle. Et j'appelle la personne avec qui j'avais conclu un accord verbal. Et je lui dis, ouais, écoute, voilà, l'opportunité, grâce à mes matchs que j'ai joués et tout, c'est une top opportunité. Bon, la personne me dit, ouais, si Bruges te veut vraiment, ils devront venir parler avec moi, quoi.
Et bon, à 20 ans, t'as pas autant de personnalité, t'as pas autant d'expérience, t'es un peu naïf, et du coup, je raccroche et j'ai un sentiment un peu bizarre et je me dis: «Pouah, est-ce que je rappelle vraiment Christophe Monroté pour lui dire que je préfère accepter mes principes et mes valeurs, que j'ai donné une parole à un gars, au lieu de prendre cette opportunité de signer dans un grand club belge qui va jouer peut-être la Ligue des Champions et ça va me propulser vers un autre level». Et du coup, je le rappelle et je lui dis: «Écoute, Christophe, finalement, la personne avec qui j'ai discuté, donc mon agent, ben, il m'a dit qu'il pourrait lui aussi faire le transfert». Il m'a dit: «OK Naïm, merci, bonne continuation. N'oublie pas une chose, c'est que dans la vie, le train il passe qu'une fois. Des opportunités pareilles, t'en auras pas deux». Bam! Première leçon de foot, hein. Mais ça, c'est pas une leçon, c'est Non, mais c'est. je sens encore la gifle. Non, C'était hard. mais c'est dingue parce que, tu vois, maintenant, avec du recul, je pense, maintenant qu'on comprend le système, on se dit, mais dans quel film? Mais à cette époque-là, t'as 20 ans, t'es juste quelqu'un. Enfin, t'as bossé avec une personne qui t'a emmené en Grèce quand toi, t'étais en train de galérer. Tu respectes la personne, t'as donné ta parole. Donc, ce que tu fais est juste normal pour un gamin de 20 ans normal, en fait. Ouais, c'est ça. Ah, c'était une autre personne, Ouais, hein, ouais. mais ouais, comme tu dis, ouais, c'était aujourd'hui, si aujourd'hui Christophe Monroté m'appelle, ah je Tu comprends un peu mieux comment faut, ah je faut, je faut je vais travailler en la chose. sprint, à l'aéroport et ah non, c'est sûr. Non, mais voilà, après, mais à ce moment-là, bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui les jeunes, ils ont tout et tout le monde autour d'eux Ouais. pour être accompagnés comme il faut, pour recevoir les conseils qu'il faut. Mais le problème, c'est qu'ils veulent pas écouter. Ils veulent pas écouter. Ils ont un problème de confiance, je crois. Il leur faut un peu de confianza, Ouais, c'est un mais médicament t'as pas, t'as en pas pharmacie. l'impression que là, je prends vous, donc de votre côté, à l'époque, vous n'aviez rien, mais donc vous étiez un peu livré à vous-même et donc vous pouviez vous faire avoir en quelque sorte comme ce qui t'est arrivé. Et maintenant, c'est un peu trop l'inverse aussi, c'est qu'il y a trop de monde pour ces gamins, tu vois. Donc à un moment donné, t'as 1000 agents, 1000 personnes qui viennent te voir tout le temps pour te parler de club. Donc je trouve que c'est vrai que la différence en 20 ans, elle est passée de rien à tout, en fait. Donc c'est aussi, je trouve, enfin, quand je vois en tout cas ce qui se passe pour les jeunes maintenant, je me dis que ils sont peut-être moins naïfs, mais ils ne donnent plus confiance non plus. Donc en fait, Mmh mh. pour moi, c'est un contre-coup très compliqué. Après, peut-être tu nous le diras plus tard, mais pour revenir, pourquoi alors du coup tu passes pas à Bruges, mais tu te retrouves à Charleroi? Ouais, en fait, au final, quelque temps après, ce coup de téléphone, bah, je me blesse. Je me blesse, le 19 mars, c'était le jour de l'anniversaire de mon frère, je me rappelle encore, ligament interne, limite, de la rupture totale et du coup, je commence ma rééducation, en Grèce, mais bah, très vite, je rentre en Belgique pour me faire soigner parce que bon, les soins là-bas, c'était un peu délicat et donc je vais chez Move to Cure, à Anvers et qui je croise là-bas, ben, je croise, Pelé Mboyo, Mmh. bah, on se connaissait déjà, bon, du parc et Mmh. tout, et elle était sur le vélo et il me dit, «Oh Naïm, explique comment tu pas chaud pour venir jouer à Charleroi?» Je dis: «Comment ça?» «Oh, tu chaud pour venir à Charleroi, quoi?» Je dis: «Ouais, pourquoi pas, franchement, ça pourrait être bien, mais je suis blessé pour le moment». Puis il me dit: «Vas-y, t'inquiète, je vais voir, je vais en parler et tout», et puis au final, bah, je suis rentré en contact avec Charleroi, via, Petit Pelé et puis finalement j'ai signé là-bas, quoi. Mais c'est là que tu vois que et on parlait de ça justement, de s'entourer des bonnes personnes, Mmh. mais aussi de prendre des bonnes décisions et de faire les bons choix au bon moment. Parce qu'au final, allez, pour moi, de ce que j'ai appris comme leçon, c'est ça, quoi. C'est de Mais sur le moment, parce que, je tiens à rappeler, on est en 2010, c'est toujours Abbas Bayat, ouais, le à base président. exact, ouais. Charleroi est, pour le dire de manière polie, un club, très désorganisé, dans tous les sens. Toi, à ce moment, tu as 20 ans, un peu plus. Tu arrives en disant: «De toute manière, j'ai pas le choix, je viens d'une blessure», sans avoir conscience que c'est, désordonné? Ou est-ce que tu y vas en disant: «C'est un peu ouais, c'est coup-ci coup-ça, mais en vrai, je vais le tenter, on verra»?
Bah, à l'époque, je me rappelle que, Charleroi, ils avaient leur génération des Magid Oulmers, Ouais. Grégory Christ et l'année où moi je vais à Charleroi, il y avait Cyril Terreo, il y avait Renan Losada, Onur Kaya, il y avait Hervé Cagé, Ouais. donc il y avait quand même des joueurs, Il y avait assez beaucoup de talent, ça c'est ouais, vrai. il y avait exactement beaucoup de talent, et je crois que l'année d'avant, il ressortait d'une bonne saison. Le coach, c'était Jackie Matheson et apparemment il y avait de l'ambition, quoi. Mais le problème, c'est que je crois qu'à la fin du mercato, il y a Cyril Terreo qui part et il y a encore quelqu'un d'autre qui est parti. Et bon, c'était deux joueurs qui formaient la colonne vertébrale de l'équipe et ça a tué l'équipe en fait. Ça Mais a tué l'équipe. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai ce que tu dis, hein, parce que faut pas que je dise que tout était noir non plus, parce que l'air de rien, il y a eu je pense à un moment donné même ils ont terminé 5e dans mes souvenirs, Mhm. quelques années avant, ce passage-là. Mais moi quand je parle de désordonné, c'est surtout dans l'accompagnement, dans la direction. Mhm. Enfin, allez, Abbas Baët à l'époque faisait des dingueries. Je pense que il a souvent été aussi, un peu mis de côté et manipulé, ça faut pas le nier. Mais, comment tu vis cette saison où, je pense qu'il y a 4 coachs vous avez 4 coachs durant une Ouais, saison ouais, exact. et il y a une descente au final. Qu'est-ce que toi t'apprends de ce moment-là? Ouf, j'apprends énormément. Déjà que j'apprends une descente. J'apprends que gagner, c'est difficile. J'apprends à perdre, mais à tirer des conclusions, des leçons, à forger un mental, cette rigueur, cette gestion émotionnelle aussi de me dire voilà, c'est difficile, mais je dois continuer, c'est pas game over, c'est pas fini. Ma carrière est encore longue, donc ça peut rebondir peut-être autre part, d'une autre manière et peut-être plus tard. Donc ouais, c'était pas évident parce que, allez, au-delà du fait que j'étais en prêt à Charleroi et qu'ils descendent en D2, la dinguerie des dingueries, c'est que je retourne en Grèce à Larissa, où on venait de jouer l'Europa League, Mmh. allez, la coupe de l'UEFA, et ils descendent aussi. Ah ouais, mais ça, c'est Double, c'est la totale, quoi. C'est la totale, mais aujourd'hui et il y a quelques années, j'ai appris à comprendre, en fait, les plans de chaque personne dans la vie. Voilà, t'es obligé de passer par des difficultés, par des échecs, par des moments difficiles, où il y a des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues, où tu auras de l'adversité gratuite. Et c'est là que j'ai beaucoup, beaucoup grandi et j'ai beaucoup appris à devenir beaucoup plus stable émotionnellement et à m'adapter à n'importe quelle situation. Du coup, par la suite, j'ai travaillé aussi avec un coach, entre guillemets mental, mais bon, mental, c'est un terme tellement vaste que ça englobe tellement de choses. Mais pour parler juste de ça, de cette stabilité émotionnelle, gestion émotionnelle de manière générale et l'adaptabilité dans n'importe quelle situation, quoi. mais, très fort ce que tu dis, parce que je me dis quand même à 22, 23 ou 24 ans, assumer 2 relégations de suite, pour le mental, c'est compliqué. Finalement, tu vas te retrouver, dans ce que je vais appeler la galaxie du Châtelet. Donc Juste avant, en fait, ouais, je suis encore à Larissa. Je ouais. retourne, Donc je vous je retourne descendez? ouais, je retourne à Larissa, en D2. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait Chris Coleman qui venait de Fulham OK. et je t'ai interrompu parce que c'est un Enfin, OK. moment hyper, hyper important et c'est ce qui m'a fait, penser allez, par la suite de la sorte comme je pense aujourd'hui. C'est grâce à OK. cette saison-là, en fait. Et du coup, voilà, je suis avec Chris Coleman et top coach, franchement. Ouais. Ah ouais, magnifique. Franchement, il m'a Il est très inspiré. expressif en tout cas. Ouais, ouais, ah ouais, exactement. Je vais t'expliquer un peu allez, le moment, marquant durant cette saison et en fait, juste avant qu'il parte, vers l'équipe nationale Pays de Galles, hem, je voulais le voir pour lui demander un dernier conseil, quoi. Donc je toque à la porte, il dit: «Yes, enter» et donc je rentre et il est sur son bureau comme ça avec ses pieds, bam, l'un sur l'autre sur le bureau
C'est pas qu'il est arrogant ou quoi, mais c'est quelqu'un de chill, il est qui il est, et c'est son naturel, quoi. Et il dit, hey Naïm, take a seat, man. Donc je vais m'asseoir et tout. Et j'avais préparé un truc comme ça, comme une feuille là, avec pas mal de trucs que je voulais lui dire. Et le remercier aussi pour les 8 mois passés ensemble, parce que j'ai énormément progressé. Et cette année-là, vous montez ou même pas? Non. Vous êtes en D2, mais vous Non, là, on est en faites pas D2. l'aller-retour, quoi. Non. Ok. Et du coup, ouais, ma question principale à Chris Coleman, c'est donne-moi un conseil qui va me profiter en tant que personne, mais aussi en tant que footballeur pour le restant de ma carrière et le restant de ma vie. Ok. Et il gardait un silence, et puis il se remet bien. Il vient, il se pose un peu en avant comme ça. Il me dit, tu sais, Naïm, j'ai eu un moment marquant dans ma vie qui a été quand même le tournant de ma vie, parce que j'ai failli perdre la vie. Il a eu un gros crash en 2001, je pense. Et du coup, par la suite, il a regardé un reportage. Et ce reportage a changé sa manière de penser, sa manière de vivre. C'est quoi le reportage? C'est un secret. Ok. C'est un secret. C'est un secret, ok. Ah, bien joué. Bien joué. Non, mais bon, je vais quand même le donner, parce que je crois que s'il y a beaucoup de jeunes qui regardent et qui suivent, en tout cas, c'est le secret. Bon, je vais le donner. Le titre du documentaire, c'est Le Secret. Et franchement, c'est depuis que j'ai regardé ce reportage, en tout cas maintenant, dans toutes les équipes où je vais, je le fais, allez, je le fais tourner. Secret, ok. Et je le montre à... C'est quoi exactement en 2 minutes? En fait, ça parle de la loi de l'attraction. Ça parle de qui on est en tant qu'humain, de l'énergie qu'on dégage, du fait d'être positif dans n'importe quelle situation, mais aussi de le rester dans toutes les situations, surtout quand ça devient très difficile, de persévérer, de rester accroché à ton plan initial et ton objectif final, d'être reconnaissant à ce que la vie te donne au quotidien. Et puis voilà, de manière générale, résumé, je veux pas donner trop d'infos. Je crois que c'est important que chacun puisse le voir. Là, c'est voilà, bon, tu m'as épais de toute manière. Difficile de le trouver, hein. Ah, Mais pour toi, je l'ai sur disque dur. merci. Après, s'il y a d'autres personnes qui le veulent aussi, on peut toujours on fera s'arranger. on fera la file. Vous êtes les bienvenus. Je crois qu'en coulisses, ils ont entendu. Ouais, je crois qu'aussi ils sont chauds. Non, mais vraiment top, parce que rien que tu m'as parlé un peu de ce que c'était plus ou moins, j'imagine déjà c'est quoi en fait enfin, je comprends mieux pourquoi en fait le fait d'avoir discuté avec ce monsieur t'a ouvert une manière de penser totalement différente. Et là, tu sens que il y a eu le fameux Delas, c'est ça, le défenseur central grec. Dallas, ouais. J'ai oublié. Ouais. Bref, lui qui t'a... Dabizas, pardon. Dabizas qui t'a aidé en te disant, bon, t'arrêtes tout ce qui est superflu. Là, t'as Coleman qui te rappelle aussi le fait de rester positif et de se rappeler de ce qu'on a en quelque sorte. Et surtout, il t'invite à voir le secret. T'as quoi là? T'as 24, 25? 23. Ouais, 23. Je pense 23 ans. Ouais. Et c'est là où tu bouges du coup. Ouais, du coup, après, je pars à Wipest, ouais. Et là, c'est lié à tes saisons en Belgique? Non, même pas. C'est de nouveau la maman. Ok. Ma mère, parce que de nouveau là, j'étais de nouveau blessé. Donc je suis rentré en Belgique de nouveau faire une rééducation. Et ma mère, bon, elle m'harcelait tous les jours. Appelle Jean-François Dessart. Appelle Jean-François Dessart. Et ouais, je sais pas si c'est... allez, j'étais un peu gêné, ou j'avais honte, ou j'osais pas. C'est un coach en équipe nationale espoir. Donc mais bon, tu devais pas l'appeler pour... tu savais pas quoi lui dire, quoi. Non, mais en fait, elle me disait appelle-le, parce que lui pourra peut-être t'aider, parce que bon, t'as été son joueur il y a même pas 1 an, et tu lui expliques ta situation, que t'as été blessé, t'as connu des moments un peu difficiles, et il t'aidera certainement. Mais je voulais rien savoir, moi. Moi, je voulais rien savoir, je voulais pas. Et du coup, un jour, je reviens d'Anvers de ma rééducation, je toque à la porte. Qui m'ouvre? Ma mère, après 3-4 minutes, parce que entre-temps, elle était en train de préparer l'appel à Jean-François Dessart. Donc, elle ouvre la porte, et je vois que ça sonne. Et je dis, qu'est-ce que tu fais, hein?
Je dis, tiens, c'est Jean-François de ça. Et donc, allô? Ouais, t'as pas le choix. Ouais, j'étais cuit. Un vrai truc de daronne. Ah ouais, très bien joué, très bien joué. très stratégique. Et du coup, je parlais avec Jean-François. Bonjour coach, c'est Naïm. Est-ce que vous savez m'aider? Je suis sans club. Puis il me dit, ah bah écoute, c'est beau que tu m'appelles parce qu'on cherche un défenseur central au Standard. Je dis, ah, c'est magnifique. Il me dit, je te rappelle après le week-end et je te dirai quoi. Et du coup, je crois que le jour même, il me rappelle, il me laisse un message. Et je le rappelle et puis il me dit, il y a UIPES Budapest qui cherche aussi un central et ils sont à Saint-Tron en stage. Et il me dit, voilà, est-ce que tu veux aller faire un entraînement juste pour qu'il te voit, quoi, pour voir si t'es en ordre physiquement. Et je dis, ouais, ok, pas de souci, je vais aller et tout. Mais le problème, c'est que je suis en pleine rééducation encore. Je suis pas prêt du tout. Il me fallait encore 2-3 semaines. Et là, de nouveau, c'est le stress. Allez, le stress, pas le stress parce que, mais je veux dire, je suis pas encore prêt à courir, à taper sur un ballon, à aller au duel. Déjà, aller mentalement, quand tu es blessé, tu as toujours une période de doute avant de revenir à un très bon niveau. Et mais au final, j'ai bricolé des tapes, des kinésio-tapes, des pommades, des crèmes, j'ai mis la totale et je suis parti. Je suis parti avec eux m'entraîner le matin, un petit entraînement de réveil musculaire. Et l'après-midi, on jouait contre Al-Shabaab. Il y avait Mark Bryce qui était coach là-bas. Et du coup, j'ai prié pendant le match pour que je puisse au moins terminer le match. Et ça a tenu? Ouais, mais le truc, c'est que ça a tellement bien tenu que... Ouais, en fait, c'était une dinguerie parce que je crois que j'étais dans un flow et je suis pas un défenseur qui va au duel comme un taré sans réfléchir. J'ai toujours été quelqu'un de très, très calme, posé et je jouais dans l'anticipation en fait. Et du coup, bon, à ce moment-là, c'est ce que j'avais fait aussi. Et à la mi-temps, Jos Darden, le coach, il s'empresse vers moi là, il me dit Naïm. Je dis oui, coach. Il me dit viens, il faut que tu sortes. Je dis comment ça? Je comprends pas. Ouais, viens, parce que s'il y a des scouts dans la tribune, ils vont te prendre. C'est bingo, vamos. Allez. C'est bon, au moins ouais. le plan est lancé. Voilà, le plan est lancé. Et là, tu te retrouves dans la... Franchement, faut qu'on m'explique un truc, parce que la Galaxie du Châtelet, c'est début des années 2010, donc c'est la propriété des clubs. Je me rappelle à quel point on l'a insulté ici en Belgique. On l'a fait passer pour un fou, pour un mec qui maîtrisait pas. Bon, la petite histoire, je pense que les supporters du Standard, quand on voit ce qui s'est passé après lui, on peut se poser des questions. Mais bon, toi, tu le vois comme un vrai mégalo ou comme quelqu'un qui avait vu avant tout le monde ce qui allait se passer? Parce que finalement, la propriété des clubs, c'est devenu peut-être pas une norme, mais quelque chose de très fréquent. Toi, comment tu l'as vécu en tant que joueur à ce moment-là? Moi, en fait, lui, je l'ai vu qu'une fois, je pense, mais j'étais plutôt en contact avec son fils, Rodrigue du Châtelet, vu que c'était lui le président à UIPEST. Mais non, mais pour moi, le gars, c'est un génie. Ah non, c'est un génie. Il avait quelques coups d'avance sur beaucoup de... Ouais, il y a que ça maintenant, quoi. Ouais, et on parle d'il y a plus de 10 ans. Non, c'est lui qui a lancé la vibe et ouais, non, je crois qu'il a fait du top boulot. Mais toi, en tant que joueur, le fait de passer un club à un autre, est-ce que ça a été... Parce que tu as été au UIPES, puis tu as été à Saint-Tron. Est-ce que ça a été pour toi? Est-ce que, je sais pas, tu t'es senti, entre guillemets, comme de la marchandise qu'on balance d'un club à un autre? Bon, tu vas me dire que dans d'autres cas, ça aurait sans doute été pareil, mais... Je sais pas, est-ce que tu avais un sentiment de malaise de passer d'un club à un autre, ou tu avais déjà compris que c'était le jeu et tu avais une maturité qui faisait que, en fait, ça a beau être 2 clubs de la même galaxie, je m'en fous, en fait. J'aurais pu signer dans un autre club, c'est pareil. Non, pour moi, en fait, déjà, de nature, je suis quelqu'un qui aime changer. Okay. J'adore changer d'environnement. Ça peut paraître que tu manques de stabilité, mais moi, j'aime bien découvrir, j'aime bien vivre le moment et découvrir d'autres cultures footballistiques, d'autres cultures humaines, quoi. Et cette année-là, en fait, après UIPEST, je devais signer au Standard. Mais finalement, de nouveau, Saint-Tron avait besoin d'un défenseur central et du coup ils m'ont envoyé à Saint-Tron et là j'ai rencontré Yannick Ferreira et Chris O'Loughlin, le directeur sportif de l'Union actuel et de nouveau ces 2 personnages, ils ont été marquants et inspirants dans ma carrière, quoi. Mais c'est ça que je vais te poser, Yannick Ferreira, lui, qu'est-ce qu'il t'offre? Et puis surtout O'Loughlin, qui est précisons-le à l'époque adjoint de Ferreira, qui est maintenant le grand directeur sportif. Je dis le grand parce qu'en fait
aujourd'hui, je pense qu'on est tous choqués par rapport à ce que l'Union arrive à faire avec le fameux projet Data. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à Ferreira? Et est-ce que Ologlin était déjà aussi impressionnant ou pas forcément? Ferreira et Chris, tous les deux, c'est au-delà de leurs compétences professionnelles, c'est des gars qui sont très très humains et qui sont très proches des personnes avec qui ils bossent. Et ça m'avait déjà marqué parce qu'il y avait une certaine proximité et, tout en gardant un certain respect. Et ça m'avait quand même interpellé. Ferreira, pour moi, c'est un coach quand même qui a d'énormes compétences. Maintenant, personnellement, c'est mon avis, hein, mais ici en Belgique, il est pas, il est pas là où il doit être. Pour moi, il pourrait facilement prendre un club du top 4, top 5. Je crois que quand il a été au Standard, ce qu'il a fait au Standard, c'était la coupe. Ouais, la coupe. Ouais. On lui a pas aussi laissé le temps, je pense, au Standard. Maintenant, ça c'est encore une autre histoire. Mais footballistiquement, dans le management, la gestion, top coach. Franchement. Ouais. J'entends souvent que certains disent que c'est un surdoué carrément. Ok, mais c'est bien parce que je trouve que on le connaît pas assez en Belgique, à part chez les jeunes. Mais je trouve que il a pas de référence assez grande, mais tout le monde dit du bien de lui, donc ça montre quand même que c'est du talent il aurait juste besoin peut-être d'un projet intéressant pour qu'il puisse se lancer, quoi. Exact. Un petit coup de pouce peut-être. En Belgique, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Je crois qu'il parle différentes langues, donc on espère pour lui. Hein. Ouais. Et Ologlin? Et Chris, en fait, en tant qu'adjoint, il était très, aussi très proche des joueurs et il venait d'Irlande et c'est quelqu'un qui a commencé au plus bas. Et il a vraiment gravi les échelons et il a dû se battre parce que ça n'a jamais été facile pour lui. Et on a gardé en fait un contact après Saint-Tron. On s'appelait, on s'envoyait des messages. Parce qu'il avait coaché en Afrique, à l'AS Vita, ouais. Et aussi en Afrique du Sud, à Orlando Pirates. Et Super Sport, je pense. Bon, je me rappelle plus trop bien. Mais et en Australie aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a voyagé. Du coup, tu vois déjà que le gars, il est ouvert d'esprit. C'est quelqu'un de posé. Et là, tu me parles surtout de l'humain. C'est intéressant parce que, parce que là, mais est-ce que tu dirais, parce que là, je reviens surtout à ce qu'on vit maintenant avec lui. C'était pas un gars des data de base. C'était peut-être pas sa spécialité de base. Mais c'était surtout un humain marquant parce qu'il arrivait à s'adapter à n'importe quel type de personnalité. Exactement, ouais. Okay. C'est ce qui fait sa force aujourd'hui, hein. Au-delà des data et de bien ressentir les choses avec les joueurs, de savoir si un joueur il est adaptable ou pas. Exactement, ouais. Il ressent très bien les humains en fait. Et ça, c'est une qualité que j'ai reconnu chez lui et c'est vraiment c'est quelque chose d'impressionnant quand même. Parce qu'il sent vraiment bien les choses. D'avoir cet instinct, c'est important. Et ouais, après, bon, je crois qu'il a développé il est devenu T1 aussi, je crois, à Saint-Tron, puis T2. Mais je crois que Philippe Bormans, quand il est venu ici, bon, à l'Union, il a aussi sûrement dû reparler de Chris. Et bon, depuis qu'il est là, il a quand même révolutionné le club. Son travail pour moi est exceptionnel. Donc le fait que tu me dises déjà à l'époque tu avais ressenti qu'il avait une personnalité assez particulière, ça explique aussi pourquoi il est là où il en est aujourd'hui. Mais à Saint-Tron d'ailleurs vous faites une top saison en D2. Ouais. Vous avez une très très belle équipe et tu joues avec certains joueurs et j'aimerais savoir si toi à cette époque-là tu aurais pu t'imaginer la suite de leur carrière. Je vais te donner 2 noms. Le premier, pour moi, c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés du championnat belge, aujourd'hui. C'est Rob Schoofs, qui a pour moi toujours eu beaucoup de talent, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça restera un joueur un peu, toute proportion gardée, mais un peu comme un TJ Savanier en France ou Daniel Parreiro en Espagne, tu vois. C'est des joueurs qui, pour moi, sont très forts, mais qui sont toujours restés... qui n'ont pas passé le step qui, pour moi, devait passer. Et donc, pourquoi je te parle de lui en premier? Parce que lui, on imaginait un autre futur. Et l'autre nom, c'est Anthony Morris, qui, pour lui, de son côté, on n'imaginait pas qu'il aurait pu revenir à un tel niveau. Toi, de cette époque,
je prends ces deux exemples-là. Comment est-ce que tu as un souvenir de quelque chose de marquant par rapport à ces deux joueurs qui ont une trajectoire assez opposée? Donc Rob Scholes, on voyait déjà que c'était un joueur très, très, très talentueux. Après, il était très timide, mais Yannick Ferreira lui avait donné le brassard de capitaine et ça avait réveillé quelque chose en lui. Et donc, il prenait plus le lead sur le terrain, avec son pied gauche, sa qualité, son intelligence de jeu, aussi cette mentalité flamande de toujours vouloir aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Mais je crois que il était passé à Gand, mais Ouais, il n'a pas réussi à passer le cap. Je crois que c'est un joueur. C'est comme en Espagne, il pourrait jouer au Real Sociedad, et peut-être pas plus. Ouais. Et après, peut-être ça lui va aussi. Ouais, voilà. Ouais, parce que moi, j'ai remarqué ça qu'on a beaucoup de joueurs en Belgique comme ça, ou même un mec comme Hans Van Aken, un peu pareil, où tu vois, ils peuvent passer des steps, mais peut-être ils préfèrent leur confort de vie, rester dans une zone qu'ils connaissent un petit peu mieux. Mais et du coup, Maurice, t'aurais pu imaginer cette trajectoire? Maurice, ouais, je vais pas dire que c'est mon idole, mais à l'époque, il y avait très peu de gardiens qui avaient une qualité jeu au pied comme Maurice. Et aujourd'hui encore, le gars, c'est un numéro 10, c'est abusé. Il tape des passes de 45 mètres au sol, appuyé. Ouais. Et il était déjà très très fort à l'époque, mais il n'était pas dans un environnement avec peut-être une équipe et des joueurs et un club et une direction qui avait de l'ambition, quoi. Et puis il faut aussi être patient avec les joueurs de manière générale, mais avec les gardiens, parce qu'ils ont un job qui est vraiment pas évident. Et du coup, juste pour l'anecdote, à l'académie, j'ai accroché des pancartes un peu partout dans les locaux, dans les vestiaires. Académie de l'Union. Ouais, l'Union, ouais. Et une de ces pancartes, c'est il y a Anthony Maurice où on le voit par terre avec une balle en main, et puis où il est debout avec une posture royale, et c'est fall 7 times, stand up 8. Okay. Et du coup, là tantôt je l'ai encore dit parce que je suis passé là au club et j'ai dit franchement, c'est une image marquante parce qu'il a eu des moments difficiles, il a manqué le titre, je crois, à 2 reprises, mais au final, cette année, il est champion de Belgique et il est meilleur gardien aussi du championnat belge. Donc ouais, je suis très content pour lui, franchement, et c'est un top gars aussi, donc. Mais c'est beau parce que je trouve que franchement, une carrière comme il l'a faite, avec tous les rebondissements et arriver à ce titre aujourd'hui, je pense que je sais pas s'il pouvait rêver mieux en fait. Ou est-ce qu'il y croyait? Parce que le fait de me dire quand même tu vois, par où il est passé et te dire que maintenant, voilà, il est champion de Belgique, franchement, j'aurais jamais mis une pièce sur lui, quoi, tu vois. Ouais, écoute, chacun comment il le voit, mais je crois que c'est quelque chose de. On sait jamais qu'on va gagner un titre jusqu'à quand on le gagne, mais on sait que on va travailler, on va y croire, on va être positif, on va faire les sacrifices qu'il faut, et puis quand ça tombe, tu te dis en fait ouais, j'étais sur le bon chemin, j'ai persévéré, j'ai persisté, et au final ça a payé, quoi. Mais du coup, Naïm, on va un petit peu accélérer parce qu'on a déjà quand même parlé pas mal on est revenu sur pas mal de clubs. Moi, j'ai envie d'aller dans un club qui m'intéresse très fortement, où tu as eu le bonheur de jouer. C'est le Wydad. Explique-nous cette expérience. En plus, toi qui es belgo-marocain, comment tu te retrouves dans cet énorme club? C'était après mon passage à Saint-Tron. Je reçois un appel de Rojdi Ben Raïb, qui m'appelle et qui me dit le N, t'es chaud pour aller au Bled? J'ai dit pourquoi? Il me dit pour jouer dans le plus gros club du Maroc et voire même d'Afrique. Et je dis ouais, développe, explique, c'est quoi? Et il me dit ouais, le Wydad. Puis après voilà, je dis ouais, mais c'est comment, quoi, les conditions? Il me dit écoute, c'est très simple. Demain, il y a un van qui vient te chercher, il t'emmène à l'aéroport, je vais être là, je vais être accompagné d'un gars, on va au Maroc, on va voir le président, on discute avec lui, tu signes, et après, bonne chance. Et je raccroche, mais c'est un peu comme quand Vadis m'a dit ouais, il y a Bruges qui est chaud sur toi. Ouais, t'as des souvenirs? Ouais, je me dis est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il est sérieux? Je vais attendre demain, voir si à 17h le van y vient, quoi. Le lendemain à 17h, le van est là. Je vais à l'aéroport, je le rencontre, et on va au Maroc, quoi.
Et puis donc Lui, c'est un agent? ouais, c'est un agent. Ouais. C'est aussi le cousin de Mehdi Carcel en fait. Ok. Et du coup, ouais, finalement, je vais là-bas et je signe au Wydad quoi. J'avais signé un contrat de 3 ans. Mais quand je signe, j'ai pas cette paix intérieure. Pourquoi? Je sais pas. C'était peut-être mon instinct ou je sais pas si c'est un sixième sens ou quoi, mais Mais t'es pas blessé, rien? non. Ok, À donc ce t'arrives, moment-là, t'es en pleine forme, mais ouais. t'as juste un En sentiment. fait, l'environnement, l'environnement là-bas, il était un peu spécial. Ça change de l'Europe où tout est vraiment carré. L'approche, le type de management était différent. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que, allez, là, on est en quoi? 2016? 2015. 2015, ouais. Donc, il y a 10 ans plus ou moins. Ça reste un énorme club africain, il est professionnel. Dis-nous, c'est quoi que tu vois de différent par rapport à ce que tu avais eu l'habitude de voir ici en Europe? Non, mais c'était surtout les premiers rendez-vous avec le président, Ok. Saïd Nasseri. Bah, on est resté, je crois, toute la journée au club à faire des allers-retours parce que d'abord c'était nous, et puis après il y avait un coup de fil important, donc on devait ressortir, c'était quelqu'un d'autre, Ok. et puis il y avait Ok. quelqu'un d'autre, et du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai eu. Allez, mon feeling de départ n'était pas top, quoi. Ok. Mais bon, au final, j'ai signé, quoi. Et donc, tu signes, mais t'as pas énormément joué. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la question qu'il fallait. Ouais. Bah, en fait, j'arrive là-bas et c'était très, très compliqué. Bah, déjà le 1er jour, j'arrive, il y a pas de présentation devant le groupe, rien. Tu Ah ouais. commences ton entraînement, ouais, il y a pas de Et quoi, et on t'appelle comment, du coup? non, mais le coach, c'était John Toshak qui Ok. était, au Real Madrid, à Liverpool. Coach incroyable, incroyable. Ouais, je lui dis bonjour quand j'arrive, et il était même pas au courant que j'arrivais Ok, déjà. ouais, je vois. Donc voilà, je commence l'entraînement. Les joueurs, tu sens qu'il y a une certaine, allez, une certaine peur. Où il y a un nouveau, il vient d'Europe. Donc c'est pas évident. L'environnement, passer ici de l'Europe à Et là-bas au petite Maroc. question par rapport à ça, genre dans un effectif de 20-25, il y avait essentiellement que des Marocains ou il y avait un mixte? En fait, on était une trentaine déjà, parce que bon, il y avait énormément de compétition. Ok. Mais à ce moment-là, il y avait Kamel Chafni, Ouais. qui avait joué en France à Auxerre, Ouais. Sochaux. Qui encore? Ouais, par la suite. En fait, moi, j'étais le deuxième. Il y avait aussi, comment il s'appelle encore? Un autre qui a joué à Montpellier. Aït Fana? Ouais. Ouais, Aït Fana, mais il n'est pas resté longtemps. Il n'a pas fait long feu. Euh, mais ouais, c'est pas évident. C'est pas évident parce que malgré que c'est mon pays, la Mais culture, elle est différente. ouais, ça j'imagine, mais tu vois, le noyau de joueurs, c'est essentiellement des Marocains ou j'invente? Il y a des Tanzaniens, Ah, des... non, la majorité, c'est des Marocains vraiment du bled. Du bled, ok. Ouais, et ouais, il y avait peut-être un ou deux joueurs étrangers. Ok, Euh, mais voilà, mais c'est essentiellement des joueurs ouais, marocains. ouais, Ok, voilà, ok, ok. exactement. Ouais. Donc, Et donc, du coup, toi, donc tu commences les entraînements, t'as pas présenté, et c'est quoi qui fait que, je sais pas, ouais, c'est ça. ça bloque? T'as des bonnes questions, hein. Ouais, mais T'es bon, hein, vraiment, voilà que t'es bon, hein. j'essaye, Non, t'es bon, t'es bon. j'essaye. T'as un gros talent. Merci. Et t'as les qualités de leadership qui vont avec. Oh, Donc, il y a un futur prometteur. là, c'est bon, hein. C'est bon, Il y a... c'est bingo. on va Je vais devenir son agent. mais non, mais on va négocier un poste, hein, peut-être, dans ton staff, qui sait. Vas-y, hein, bah oui. Il y a toujours moyen. Hein. C'est jamais. Hein. Venir motiver les troupes, accompagner Pourquoi les joueurs. Pourquoi pas? Non, mais c'était quoi la question Donc, je disais, comment tu te retrouves, toi, là-bas, Ah ouais. et le fait que, en gros, comment ça se fait que tu joues pas, tu vois, que tu viens, t'as signé un contrat de 3 ans, ce qui n'est pas rien. Je crois que pendant quelques matchs, je suis sur le banc. Et c'est déjà quelque chose d'incroyable parce que sur 30 joueurs, il n'y en a que 18 à y repris, 11 Ok. et 7 sur le banc. Je crois, après quelques semaines, je dirais même plutôt 2 mois et demi, il y a un central qui se blesse, il y a un autre qui est suspendu. Du coup, le coach vient me parler. Il me dit: «Écoute», il me dit: «Naïm, demain tu vas commencer, tu fais ton match». Voilà, sans plus, mais les joueurs, toujours aussi froids. Ok. Ouais, très peu de Quoi, très tu peu sens le délire un peu du complexe tu vois, du gars du bled parce que l'autre vient d'Europe, ouais, ça, ouais, ouais, tu après sens le truc c'est là? ouais,
tu viens. Déjà, eux, ils comprennent pas pourquoi moi, qui joue en Europe, bah, je viens au Maroc. Allez, qu'est-ce que je viens chercher là-bas, quoi. Ok. Mais ils ont Ouais, pas c'est conscience du compréhensible, ouais. fait que. Parce que ça reste un grand club quand même. T'es payé comme un joueur pro en Belgique, plus ou moins. Non Donc, Ouais, exactement. mais eux, dans leur tête, ils disent ah non, toi, t'as l'opportunité d'aller en Europe, pourquoi tu viens ici, quoi. Ouais, voilà, Ok, ouais, je vois l'idée. exactement. Ouais. Et du coup, en fait, je commence titulaire contre Tétouan. Et Tétouan, c'était l'équipe qui a été championne 2 fois d'affilée les 2 années précédentes, en Ok. fait. Et donc, c'était une grosse équipe. Et il y avait Mohsen Yajour qui a joué à Charleroi. Je sais pas si tu vois. Yajour, ça me dit un truc, mais c'est loin. Ouais, très très bon attaquant, franchement. Et du coup, ouais, c'était à double tranchant, quoi. Soit je fais un gros match et je gagne l'amour du public et l'amour des coéquipiers et l'amour du coach, ou je passe à côté de mes pompes et c'est la cuisson. Et finalement, je fais un top match. D'ailleurs, ça reste un de mes matchs référence au Wydad. Et même à la dernière minute, j'ai la possibilité de marquer, mais bon, il y a un joueur, Fall, qui est devenu mon coéquipier par la suite, qui arrête le ballon sur la ligne. Mais bon, après, en fait, c'était le déclic. Après, directement dans le vestiaire, Mhm. le lendemain, quand tu arrives à Ah, dans le l'entraînement. vestiaire aussi. Ouais, bah, directement après le match. Ok. Hein. Ah ouais, Ok. directement après le match. Là, donc, en guillemets, t'as gagné leur respect. Exactement. Et puis après, voilà, tout doucement, je commence à rentrer dans le moule, dans le bain, et avec les joueurs aussi, un peu plus de contact, mais pas de là à dire que c'était Des amis, mes mais, meilleurs potes, quoi. mais ça t'arrive d'aller manger avec certains, des trucs comme ça. Bon, Pas jusque-là. Ok. pas jusque-là. Ok, c'est au moins me respecte sur le terrain, c'est Ouais, c'est non, déjà assez, quoi. en fait, ce que j'ai connu au Wydad dans le vestiaire, je l'ai connu nulle part ailleurs, parce qu'il y avait une certaine animosité dans le vestiaire, une certaine tension. Déjà, le vestiaire, tu vois, il fait sombre. C'était un peu délicat. Mais dès qu'on est sur le terrain, le jour du match, ah là, on est des frères. Hein. Ok. Ah, bah, bien sûr. Autrement, C'est ça les top clubs en général. voilà, autrement, tu fais match nul, tu te fais déglinguer par le public. Mais ça que j'allais dire, c'est quoi? Parce que on fait, enfin, tu vois, genre moi j'ai, je sais pas si le terme rêve est le bon, mais j'ai des objectifs dans ma vie, c'est de voir certains derbys, tu vois, ou certains gros matchs, tu vois. Tu sais, il y a le Boca River Ouais. à la Bombonera, j'espère un jour le faire dans ma vie, mais le fameux Wydad contre Aja. Impressionnant. Ouais. Ah ouais, non, c'est. Vraiment dinguerie. Non, mais c'est le plus fou de. Enfin, j'imagine, ça doit être le plus fou. Franchement, pour moi, c'est comme quand Cell, il se bat contre Sangohan, et tu vois, l'énergie, là, et les pierres, elles montent, le sol, il tremble. Très belle référence. Franchement, c'est la même chose, sauf que t'as 100 000 personnes, t'as des fous sur les lampes là qui regardent le match de là. Et sur le terrain, du coup, tu voles, quoi. En fait, Tu voles ou tu te pisses dessus, quoi. ouais, mais et surtout, de manière générale, la pression pendant le match, tu la ressens pas trop. C'est plutôt la préparation, en fait. Quand t'es à l'hôtel, dans la semaine, bah, tu passes dans la rue, tu vois les supporters qui te disent « Ouais, ça, là. » T'as pas intérêt à perdre contre le Raja. C'est Ok. le match de l'année, quoi. Et ouais, il y a cette pression avant-match, avant de commencer. Mais pendant le match, attention, t'as pas intérêt à te trouer ou de prendre un petit pont. Ah bah, T'as pas intérêt à te prendre une fin de frappe devant 90 000 personnes. Hein. Ah non, mais ça, c'est fini. ouais. Là, t'es sûr que mentalement, t'es vidé. Tu demandes des changements directement. Ah non, c'est une dinguerie, ça. Non, j'imagine bien la fin de frappe Ah non. au bled, ça va pas. Parce que jouer un derby en tant qu'attaquant, ça passe. Tu rates Ouais, une occasion, ça passe. Mais t'es défenseur central, tu te fais prendre de vitesse ou tu te fais prendre en 1 contre 1. Tu rates une passe. Ah, la pression, je peux te dire que je l'ai senti. Hein. Mais quoi, durant ces saisons là-bas, il y a la pression, mais est-ce que tu sentais que c'était limite menaçant, vraiment grave, ou ça restait toujours dans En fait, tu vois, les limites du... je sais qu'il y a une année, je crois juste avant que je vienne, que les supporters, ils ont envahi le centre d'entraînement du Ok. Wydad parce que
parce que bon, c'était pas comme eux ils voulaient, quoi. Et voilà, je crois que il y a tellement de supporters à travers le monde et dans le pays, bah, ils pourraient mourir pour le Wydad. Donc, bah, ils attendent que les gens qui s'engagent au Wydad, bah, ils soient des ambassadeurs représentatifs sur le terrain, allez, mouiller le maillot, s'arracher, se donner. Et des fois, même ça, c'est pas assez. Tu dois faire ce qui est nécessaire. Tu dois gagner des matchs, mec. Parce que même match nul, c'est pas. Mais c'est bien. Allez, je croyais qu'Anderlecht, c'était un club avec beaucoup de pression. Mais quand j'ai été au Wydad, ouah, C'est un autre film. impressionnant. Non, c'est impressionnant. Et je sais pas si c'est l'année où tu es présent ou l'année d'après, il y a un titre de champion d'Afrique, il me semble. Ouais, exact. C'est en 2017. L'année d'après 2000, en 2017, ouais. Ouais. Et toi, t'es plus là, du coup. Moi, en fait, en 2015, en janvier 2015, j'ai une grosse blessure. J'ai eu allez, j'ai reçu un ballon ici au niveau de la symphyse pubienne et ça m'a paralysé, en fait. Et du coup, j'ai dû me faire opérer. Et bon, j'étais out pendant quelques mois. Mais je crois que c'était le 8 mai, parce que c'est un jour important au Wydad. On avait un match, et après le match, ils allaient remettre le trophée de champion du Maroc. Okay. Et moi, j'étais en Belgique, en fait. Je faisais ma rééducation et j'ai pris l'avion pour aller assister et célébrer avec l'équipe le titre de champion, quoi. Et quand je suis arrivé à l'hôtel, il y a le team manager qui il me regarde et il me fait « Arab, qu'est-ce que tu fais là ?» Et je lui dis « Comment ça, qu'est-ce que je fais là ?» J'ai dit « Salue-moi au moins déjà, demande comment je viens de me faire opérer. » Il me dit « Non, moi j'ai pas de médaille pour toi, t'es pas censé être là. » Mais non. Et il part en quart de tour là. Et puis ouais, je prends un peu du recul et au final, bon, je vais au stade par mes propres moyens. Ah ouais, donc quoi, il te dit même pas tu viens avec nous? Ah non. Quoi, c'est Non, parce que allez, c'était décidé comme ça, c'était organisé comme ça. Okay. Mais bon, moi personnellement, je faisais partie de l'effectif du Wydad. J'avais joué cette année-là. J'ai fait des matchs aussi sur le banc. Mais finalement, non, je vais au stade et bon, le match se joue. Et après le match, je passe, donc je vais dans le vestiaire. Les gardes me laissent passer. Donc il y a un tunnel comme ça, un long tunnel, puis il y a des escaliers qui t'amènent au terrain. Et je vais pour aller au terrain. Et puis le gars de la sécurité, il me dit non, tu peux pas, t'as pas le droit, tu dois rester là. Je dis comment ça? Il me dit ouais, t'as pas le droit, t'as pas le droit de monter. Et tu connais au moins? Ouais, bah oui. Ouais, oui. mais je me dis, mais. Il me dit moi, on m'a donné l'ordre et la mission de faire entrer que les personnes qui sont là-bas sur le terrain. Et ouais, non, et puis tu vois ça sur le moment même, de nouveau, bah, ça pique. Mais c'était pas la première fois que je vivais un moment pareil entre guillemets d'injustice. Après bon. Non, mais c'est chacun, plus que de l'injustice. Ouais, là, mais chacun comment il le voit, et c'est dénigrant certainement, mais moi là de nouveau, bah, j'avais juré que j'allais remonter sur ce terrain et j'allais performer et j'allais prester et j'allais gagner des titres, et pas un, pas deux, mais au moins trois. Okay. Et je me suis juré, et c'est comme ça qu'après, bon, j'ai fait tout ce qu'il y a à côté pour atteindre de nouveau cet objectif-là. Mais donc, du coup, ils te font ça. Toi, t'es toujours sous contrat? Ouais, j'étais encore sous contrat. Et quoi, t'as pas cherché des explications avec... Mais par la suite, après ça, vu que j'étais encore blessé, le président a résilié mon contrat pour que j'aille me soigner en Belgique. Et il m'a dit, dès que t'es OP, bah, tu reviens, quoi. Dès que t'es plus blessé, tu reviens. Et donc, je retourne en Belgique, et à ce moment-là... Mais t'as accepté? En fait, le truc, c'est que j'avais pas le choix. Moi, je voulais me faire soigner en Belgique. Et du coup, du fait que je voulais me faire soigner en Belgique, bah, j'étais obligé d'accepter la résignation, quoi. Ok, comme ça. Parce que bon, ouais, et au final, bon, je rentre en Belgique, je fais ma rééducation, et à un moment, j'ai même commencé à bosser en tant que facteur. Mais bon, c'était pendant parce que j'ai dit, ouais, semaines. T'as plus un rond, en fait, pendant ce moment-là. Exactement. C'était un moment difficile avec mon épouse. On a dû se retrousser les manches et bosser un peu pour essayer de rester debout, quoi. Et
Et du coup, je prends contact avec Denis Van Wijk parce que quand j'étais à Saint-Tron, il me voulait à Westerlo avec Aoulad. Finalement, j'avais pas signé là-bas, j'étais parti au Wydad. Donc je l'appelle, je dis écoute, coach, j'ai besoin d'un club où je peux me relancer et tout. Et il me dit ok, mais bon, vu que t'es blessé, financièrement, il va falloir faire des sacrifices, quoi. Je dis ok, pas de souci. C'est ok pour moi, quoi. Donc finalement, je signe à Dens, je fais la rééducation là-bas. Donc, Qui est en D2 à l'époque. Qui est en D2, exactement. Et fin décembre, non, début décembre, je recommence à jouer. Je fais 2-3 matchs. Et un jour, je suis chez moi à la maison, c'est le soir, je crois qu'il était 23h30. Et mon téléphone sonne, un peu comme là tout à l'heure, là. Et je vois un numéro marocain. Je réponds, je dis allô. C'est arabe. Je dis oui, c'est qui? C'est Saïd Nasseri, c'est le président. Ouais. Ah, président, ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah, merci, et toi? Il me dit, demain tu prends l'avion, tu viens? Et il y a ma femme qui est à côté de moi, elle me regarde, elle me fait. Hein? Et je lui dis vas-y, laisse-moi dans mon truc, quoi. Et puis je dis comment ça? Il me dit ouais, il me dit Toshak a vu que t'as joué quelques matchs, que t'es de nouveau allez bien, voilà, ici tu peux revenir, il y a le championnat, il y a la Ligue des Champions, et patati patata. Et puis je dis ok. Je dis demain je suis à Casa. Et ma femme, elle me regarde, elle me dit mais t'es un vrai hamar, toi. Elle me dit qu'est-ce que tu fais? Dans quoi tu te mets? En fin de saison, t'es blessé, ils t'ont pas donné de médaille, ils t'ont jeté. Je dis ouais, mais c'est pas grave. J'ai dit écoute, c'est pas grave. Donc le lendemain, je vais chez le président de Dens et je lui explique la situation et il me dit ah non, t'es sous contrat, Naïm, tu pars pas comme ça, quoi. Finalement bon, ils ont payé une petite somme pour me libérer et je repars au Maroc. Mais petite question, vraiment, c'est quoi qui te pousse à repartir? Moi, au-delà de je sais pas, de l'humiliation, je sais pas comment on va appeler ça, mais c'est quoi que t'as en tête pour te dire, je me casse de Dens où je joue, enfin où je commence à jouer, où je commence à me sentir bien, pour repartir dans un bourbier, en fait, tu vois? C'est quoi qui fait que tu te dis, j'y vais? C'est la fameuse phrase que tu m'as dit tout à l'heure, je veux absolument les 3 titres. Ouais, entre autres, mais aussi, t'es à Dens, il y a 150 supporters. T'entends, ouais, c'est. Ok, Wydad, en fait, l'ambiance, t'avais vraiment l'impression. En fait, j'avais accroché avec les supporters et l'histoire du club. Ok. L'histoire du club, la culture de club. Et j'avais quelque chose qui me connectait au Wydad, en fait. Ok, et t'étais prêt à passer outre les gens bizarres qui avaient. No Suicide. Ok. No Suicide. Beau. C'était mon plan, c'était ma mission. Et du coup, je retourne là-bas. Et je crois que je m'entraîne 1 mois avec eux à Agadir. Et puis on revient sur Casa et on va jouer le premier match du championnat contre les Phares de Rabat. Et Tosha qui vient chez moi, il me dit Arabe, mañana. Il me parle en espagnol, il me dit ouais, demain tu vas jouer tout titulaire, central droit et tout. Et j'étais chaud, j'étais content. J'ai dit purée, j'ai eu cette blessure, elle m'a quand même tenu pendant quelques mois là. Je crois 9 ou 10 mois sans jouer au football. Et puis on commence l'entraînement, tout se passe bien. Le coach il dit il reste 5 minutes les gars. Et il commence à pleuvoir comme ça, une pluie très fine. Et un duel sur le côté. Je jouais central. Ouais, j'étais du côté gauche, donc je jouais central. Je vais pour couvrir mon coéquipier. Et en fait, le joueur il pousse le ballon trop loin. Et il y a un autre milieu de terrain qui vient. Il y a mon coéquipier qui vient. Il y a le joueur qui a poussé sa balle trop loin. Et moi, je prends le ballon, je le soulève et je retombe et je ramasse. Tacle. Triple taclos. Donc c'est. La coblade qu'on voit ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont tous les 3 glissé. Tous les 3 glissé et je me suis fait déglinguer. Et je me rappelle, j'étais par terre, j'étais en larmes. Et il y a un joueur qui est venu chez moi, Amin Atouchi, et il m'a pris ma main, il m'a dit arabe, arabe. Il me dit écoute mon frère, il me dit ça c'est le destin, c'est la volonté de Dieu. Okay. Et je me suis calmé directement. J'ai dit écoute, alhamdoulilah, écoute, j'accepte. Et je me lève, mais je sens que j'ai senti un X. Okay. Tu vois, tu connais les chaussures bien sûr. Le X là, au niveau de la malléole externe et du tibia péroné. J'ai été directement mettre de la glace et tout, et j'ai été faire la radio et j'avais une grosse fracture. Ouais, donc voilà, j'étais reparti.
pour le même scénario que l'année d'avant. 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Non, plus. J'ai fait 11 mois de nouveau. Ouais, même chose. Et avant de revenir à mon meilleur niveau, non, c'était galère. C'était vraiment galère. Et de nouveau, bon, je résilie le contrat. Je retourne en Belgique me soigner. Je retourne à Dens. Je fais photocopie de la saison d'avant. Et donc, je fais ma rééducation. Et puis à Dens, bon, je crois que je reprends au mois de novembre, mais je reprends trop vite. Donc, de nouveau, je me fais une déchirure de l'adducteur. Après, bon, je vais reprendre une deuxième fois. Je me reblesse. Et puis, au final, bon, je recommence à jouer un petit peu de nouveau 2-3 matchs. Et qui me rappelle? Wydad encore. Le Wydad rappelle. Ah, donc c'est sérieux ce truc. Mais non, mais attends. Donc il te rappelle et tu retournes. Attends. Attends. Doucement. Step by step. Ouais. Je sais pas c'est combien de temps le podcast, mais. Non, enfin si, t'inquiète. Il nous reste un petit. Mais du coup, voilà, il me rappelle. Donc c'est le président qui me rappelle. Et de nouveau, il me dit Arab, le coach, il est là, c'est Houssine Amouta. C'est un top coach. On a besoin d'un central. Il y a la Ligue des Champions. Bon, il m'a tourné le cerveau et moi, je sentais qu'il y avait un truc. Je sentais qu'il y avait un truc. J'étais persuadé qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et de nouveau, bon, à ce moment-là, ma femme, elle me dit cette fois-ci, je viens pas avec. Ni moi, ni les enfants. Ouais, c'était chaud. C'était chaud parce que je suis très, 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 très proche, très, très famille. Mais là, en fait, c'était à double tranchant parce que je me disais, c'est pour l'avenir aussi de mes enfants, mais même de ma femme et pour mon avenir aussi. Donc, je me suis dit, écoute, je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque et je vais y aller. Et du coup, je prends l'avion. Je les rejoins à Marrakech. J'arrive à Marrakech. Je rentre dans la salle où les coachs étaient en train de manger. Donc, je frappe à la porte. Je rentre. Salam alaikum. Bonjour. Alaikum salam. Vous êtes qui? La classique. et donc j'explique, je dis Naïm Arab, si vous n'êtes pas au courant que j'arrivais. C'est avec le président que tu avais eu le président qui a fait le transfert. Ouais. Et le coach c'était Houssine Amouta, il était à Al-Sadd auparavant avec Chabi et Raoul. Okay. Et il avait gagné la Ligue des Champions asiatique. Ok. Ouais, donc il me regarde et tu vois, il est quelqu'un de très nerveux, mais top, hein. C'est une top personne, mais à ce moment-là, il était. Il dit, ouais, mais t'es qui t'a envoyé? Je dis, bah, c'est Aïd Nasseri. Il me dit, rappelle-moi ton nom. Je dis, Naïm Arab. Il y a un blanc, il est avec son staff. Et moi, je suis assis sur une table tout seul. Et lui. Et puis, il me dit, t'as joué combien de matchs la saison dernière? Je dis, merde. Je dis, c'est une question piège, ça. J'ai joué 0 match. Et je dis, j'ai pas joué. Il me dit, l'année d'avant. Je dis, bon, non, lui, il abuse. Il abuse. J'ai dit 0. Il pète un câble. Foot, toi. Il pète un câble. Il devient fou. Et puis, je dis, c'est Houssine. Je dis, il y a un souci, il y a un problème. Puis il fait, non, c'est bon. Ah, j'étais censé aller manger. Tu crois vraiment que j'avais encore faim? Mais là, tu comprends. Mais là, je me dis, voilà, ouais, c'est normal. Là-bas, c'est normal. Ce genre de choses, c'était normal, quoi. Et puis, je vais dans ma chambre. J'étais avec Kamel Chafni en chambre, là. Et je lui explique le truc. Bon, on était mort de rire. Et le lendemain, bon, je commence. Premier entraînement. Ok, mais donc il accepte. Okay. Ouais. Ouais, au final, je commence premier entraînement et je lance la machine, tout doucement. Mon objectif, c'était de ne pas me blesser. Ça, c'était mon objectif principal. Allez, pas que je me disais, ouais, je vais pas me blesser, mais mon objectif, c'était d'être en bonne santé, de m'entraîner et d'être pas vrai, sans douleur, quoi. Et du coup, ouais, là, je commence à m'entraîner. Je suis jamais repris. Les 2 premiers mois, jamais repris dans une sélection ou autre. Mais toujours là le premier, en salle, foam roller, préactivation, activation, un peu de muscu, terrain. Après l'entraînement, un peu de course, d'intermittent. Même si c'était que 2 fois 4 minutes, je faisais mes petits extras. Puis j'allais en salle de nouveau, soins. Je mettais en fait toutes les
je remplissais ma jauge. Toutes les chances de ton côté. Exactement. Je remplissais ma jauge d'énergie pour qu'un jour elle puisse péter, quoi. Et du coup, j'allais voir aussi les matchs de l'équipe. Donc j'allais en voiture et je voulais rentrer dans le crâne du coach. Je voulais que le coach il me voit tout le temps présent avec l'équipe, qu'il sache que je suis un joueur d'équipe, qu'il sache que je suis déterminé, que je suis sûr que je vais réussir. Et du coup, voilà, on gagne. Après les matchs, je tape dans les mains. On perd, on fait match nul. Je suis là, je tape dans les mains. Et on voit Arabe. Arabe, on le voit. Et on voit qu'il fait des kilomètres aussi. Et voilà, pour certains, ça va peut-être paraître frotte-manche, mais ça n'a rien à voir d'être frotte-manche. C'est juste que tu as un objectif et que tu mets tous les moyens de ton côté et que tu es convaincu et que tu as confiance en toi que tu vas réussir. Mais c'est indispensable de faire ça aussi. J'allais pas chez le coach lui dire coach, vous êtes trop fort. Non, mais et ça, les jeunes, ils m'énervent. Et ils comprennent pas. Et mes joueurs aussi, cette année, je leur disais, mes gars, vous venez jamais frapper à la porte pour des conseils, pour des discussions. Ouais, mais des gens vont croire que je suis un frotte-manche. Ouais, je dis, continue à croire les gens. Tu vas voir que on se reverra dans quelques années, quoi. Non, mais terrible leçon, parce que ce que tu dis est tellement important dans le foot moderne. C'est à partir du moment où tu montres que toi, t'es pro, que tu fais ton taf, ça peut être juste un moment. Moi, j'ai un très très bon exemple. David Beckham, je pense, la dernière année au Real, où tu as Fabio Capello qui lui dit écoute, j'ai plus besoin de toi, casse-toi, entre guillemets, dès que tu peux bouger, tu te casses. Et fin des fins, les circonstances fait que Beckham aura sa chance et qu'il va jouer toute la fin de saison et ils vont terminer champions. Tu vois. Okay. Et je trouve que ce que tu dis, pour moi, est super important pour les jeunes joueurs. En fait, leur rappeler à quel point montrer que tu es à 200% dans l'équipe et pour l'équipe, ça fait des différences. Et comme tu as dit, c'est pas question d'être frottement, c'est juste qu'à un moment donné, tu auras une opportunité. Exactement. Mais pour que l'opportunité arrive, il faut que tu sois consciencieux. Quoi. Merci. On est complémentaires, hein. Attention. Pas mal. Attention, le staff est en train de se former là. Il est en train de se former. Mais attends, mais je trouve ça... Et donc, tu as assumé, mais est-ce qu'il y a eu une belle suite? Ouais, mais justement. T'as toujours un temps d'avance, mais en fait... Sorry. Mais c'est bien. Ouais, on est connectés. Et du coup, en fait, tout doucement, je commence à rentrer dans les 18. Je suis sur le banc, je joue pas directement. Et puis de nouveau, comme tu as dit, l'opportunité se présente. Il y a un central qui se blesse. Et je dois jouer. C'était le match, le match du titre contre Marrakech. Et c'était à Rabat. Et franchement, inoubliable. Pourquoi ? Tout simplement parce que on mène 1-0, 1-1, on mène 2-1, 2-2. Il reste 3 minutes de jeu. Et il y a un corner. Mais on revient un peu dans le temps. À l'entraînement, avec ce coach, et en début de préparation au mois de janvier, il disait que ces centraux plutôt, ils doivent mettre minimum 6, 7 à 8 buts par saison. Par joueur? Ouais, par central, par défense centrale. Ok. Donc, et du coup, on mettait aussi les efforts sur le terrain de travailler notre détente, notre jeu de tête. Et il voulait que ce soit toujours par coup de pied arrêté, il voulait des dépassements de fonction? Non, coup de pied arrêté. Ok. Coup de pied arrêté, ouais. Et donc voilà, j'ai de nouveau rempli ma jauge d'énergie en termes d'entraînement et d'efforts et de sacrifices. Et à la 87e minute, le ballon il tombe sur ma tête, mais vraiment, elle tape ma tête et elle rentre dans le but. Et là, c'est délivrance totale. C'est mon premier match en 2 ans. Je marque le goal de la victoire. C'était incroyable. Mais tu vois, t'as vu toute la souffrance, ouais. Toutes les difficultés, tous les obstacles. Et au final, il a fallu, je sais pas combien de temps, combien de souffrance au niveau mental, physique, pour avoir juste ce petit moment. Mais moment de gloire et je me rappelle encore le sentiment, quoi. Et toi, après avoir vécu tout ça, déjà, est-ce que tu as eu des moments ou je sais pas, tu as eu un moment de revanche vis-à-vis de certaines personnes, Widad? Non, franchement, non. Zéro? Non, moi, dans mes principes de vie, dans mes comportements et l'éducation que j'ai eue, et ça fait pas partie de moi. Parce que moi, quand je vais dormir le soir, je veux dormir avec la paix intérieure. Ça n'a pas de prix. Et même mes plus grands ennemis, je leur pardonne. Parce que Dieu pardonne, certainement. Et non, je veux tourner la page rapidement et je veux pas vivre avec de la rancune ou de la haine. Et je préfère garder des bonnes relations. Ta revanche, c'est ta victoire. Voilà, exactement.
Ma revanche, c'est sur le terrain. C'est une motivation, en fait, que tu prends tout au long de ton parcours ou de ta rééducation ou de ton objectif. Et tu l'utilises, en fait. À chaque fois que je bossais, je pensais à ces personnes-là. Je pensais à mon coach qui disait qu'on fait pas d'ananas à cheval de course. Je pensais aussi à mon père quand il me corrigeait pour bien essuyer la table, pour pas faire tomber des miettes. Et voilà, et aussi la bienveillance d'une mère et cet équilibre, en fait, des deux parents qui apportent cette éducation qui forme un total package. Mais magnifique, parce que je pense que en disant ces mots, tu résumes assez bien ta carrière. Je pense que tu as été quelqu'un de très, très... Enfin, tu t'es énormément battu pour avoir tout ce que tu as eu. Exact. Tu as toujours gardé la bonne mentalité. Et comment tu switches entre ta carrière de joueur et le fait de devenir coach? C'est quoi? Est-ce que c'est lié à une opportunité ou est-ce que tu l'avais déjà anticipé? Comment tu fais le pas? T'es bon de nouveau, hein. Mais ouais, c'est pas possible. C'est noté, hein. Moi, Non, j'attends une place dans le staff, hein, comme ça tu sais. Bein Sport, ça t'intéresse? Sait-on jamais. Faut demander à mes boss là-bas. Ah, ok. Oui, ça devient compliqué alors. Ça devient compliqué, les gars. Moi, je traite qu'avec toi. Ok, ça va. Mais ils font toujours partie de l'équipe. Je suis comme toi, hein, je suis un naïf au départ. Ok. Avec Enroté, là. Mais au final, on gagne toujours. On part avec une bonne intention. C'est vrai. On est sincère. Dieu, il facilite toujours. Rappelle-moi la question, parce que moi, je suis... du coup, comment tu passes de... voilà. Coach. En fait, quand j'avais 18 ans, c'est là que j'ai commencé ma reconversion. Ok. Ouais. J'étais aux Pays-Bas et j'avais regardé un reportage de Van Nistelrooy. Ouais. Et Van Nistelrooy, il expliquait que après chaque entraînement, il prend des notes. Il prend des notes pour s'améliorer déjà en tant que joueur, mais en même temps pour voir et comprendre comment un entraîneur il réfléchit dans la gestion de son équipe, quoi, en tant que équipe de foot et en tant qu'humain à gérer. Okay. Et du coup, ça m'avait inspiré. Et directement, je me suis mis à prendre des notes. Direct. Chaque fois? J'ai une farde à la maison. Elle est colossale. Elle est remplie. Et quoi, tu notes quoi? Les entraînements, les leçons, tout ce qui t'a inspiré. En fait, et des fois, il y a des entraînements, des citations, des speeches de certains coachs, des interventions, des moments où, même à l'entraînement, je sais pas, j'ai ramassé un coup d'épaule et je me suis fait avoir, que je l'ai noté pour apprendre de ça, mais aussi pour la suite, de transmettre ça le jour où je deviens coach, quoi. Et ouais, non, c'est... Ah, c'est une terrible idée, ça. Ouais, ça m'a beaucoup aidé parce que pendant ma carrière, des fois, j'allais feuilleter un peu dans cette farde pour un peu relire certaines choses. Et des fois, quand j'avais des moments difficiles aussi, je prenais des notes. Je notais la date, je notais la situation et comment je me sentais pour que quand tu te sentais mieux, tu disais, regarde, c'est... Je me rappelle du moment parce que bon, on est des humains, on oublie, on avance, on oublie. Donc, non, ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, j'ai John Toshak, Yannick Ferreira, Chris O'Loughlin, Chris Coleman, Amouta, avec qui on a gagné la Ligue des Champions, Benzarti. Oh là là, Benzarti, Fawzi Benzarti. Oh là là, le coach le plus titré d'Afrique. Okay. C'est un Tunisien. Oh, je te conseille d'aller voir sur YouTube. Il est incroyable au niveau de sa gestuelle. Ah, il est incroyable. Et dans le vestiaire, je l'imitais. Voilà, la 4e saison, quand les liens étaient un peu plus... tu pouvais te permettre certaines choses. Un peu plus tendres. Je l'imitais dans le vestiaire et c'était... on était vraiment morts de rire, quoi. Mais non, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Ça m'a beaucoup aidé. Et ça, c'est encore plus important. Et c'est ça qui a fait que je voulais devenir coach. C'est qu'à Bruxelles, il y a trop de talent. C'est une dinguerie. Non, j'ai envie de partir même tellement c'est une dinguerie. En termes de vivier, c'est vrai qu'au niveau de la taille, hein, évidemment, parce que je pense que si on regarde les plus gros viviers aujourd'hui, je crois que c'est l'Île-de-France et Sao Paulo, mais bon, en termes de taille, c'est pas comparable. Mais je suis pas sûr qu'on puisse trouver aussi bon vivier avec une taille aussi petite qu'à Bruxelles. Enfin, il y en a pas beaucoup en tout cas. Franchement, quand tu regardes, j'en vois pas comme ça, donc ce que tu dis a du sens. Mais quand tu dis qu'il y a du talent, c'est que tu veux aussi et surtout dire qu'il n'est pas assez exploité. Exactement. C'est ça mon résumé au final, c'est ça. Quand je vois ma carrière, mes qualités
ou non, ma carrière, mon talent, mon petit talent et les qualités que j'ai pu développer grâce à ce petit talent, mais en fait, j'ai juste exploité mon talent. J'ai eu le talent d'exploiter mon talent, en fait. Ouais. Et c'est ça que 97% de la jeunesse bruxelloise, elle comprend pas. Elle comprend pas que le talent, c'est pas assez. T'es rien, en fait. Ouais. T'es rien. C'est pas tes dribbles qui importent, c'est pas tes passes, c'est pas le petit but que tu marques qui importe. C'est tout ce que tu fais en dehors. Ça part de ton hygiène de vie allez, à ta manière de réagir face à l'adversité, allez, ta gestion émotionnelle dans le vestiaire, avec les gens autour de toi, ton look, quoi. ton look. Ta valeur marchande. Allez, il y a tellement de choses qui viennent allez, dans cette chose-là. Et le problème, c'est que les jeunes, après, ils vont dire ouais, mais si on nous dit rien. Mais le problème, c'est que quand tu leur dis, il y en a, comme tu as dit là tantôt, il y a trop de personnes autour d'eux et ils se font influencer et ils écoutent monsieur, madame, tout le monde, mais ils veulent pas écouter ceux qui sont passés par le chemin, qui sont tombés, qui sont relevés, qui ont pris un autre chemin. Non, ils préfèrent suivre les autres et ils préfèrent s'aventurer dans l'obscurité au lieu de prendre le chemin de la lumière, quoi. Mais toi, tu commences quand, donc, en tant que coach? J'ai commencé en tant que coach à 18 ans, à Hatert, à NEC Nijmegen. Ok, donc pendant ta carrière, Ouais. tu faisais un petit peu aussi. Ouais, mais à un moment donné, t'as dû arrêter. En fait, vu qu'on s'entraînait le matin, les entraînements, c'est le soir avec les psys. Ok. Ouais, Donc déjà, dès 18 ans, tu faisais ouais, déjà... j'ai commencé à Hatert SV. Ok. Et là-bas, ouais, j'entraînais, c'était des petits, je crois U14, U15, c'était des petits du quartier. Ok. Parce qu'on jouait sur les Johan Cruyff Velches, on jouait là avec eux. Et ils m'ont demandé, ils m'ont dit coach, Ah ouais, d'accord. moi de entraîner. Oui, donc, Ah ok. ouais. Et quoi, et donc, genre quoi, à 25 ans, quand t'étais à Wydad Oujpest ou à Ouais. Wydad? Au UPES, là, j'ai pas coaché. Ok, Saint-Tron, t'as coaché? Non, Saint-Tron non plus. Ok. En Charleroi Grèce, non plus? si, à Charleroi, oui, parce que mon petit frère, il jouait à Charleroi à ce moment-là. En quoi? C'était U8, U9. Ah, donc ah ouais, d'accord. Ouais. Donc vraiment, toi, t'es Ah ouais, vraiment j'ai depuis. commencé. Ouais, Ok. Et tu faisais tous les diplômes en même temps pendant Non, ta diplôme, j'ai commencé quand je suis rentré du Maroc. Ok. J'enchaîne et tout. Je viens de terminer l'année passée l'UFAA sur 4 ans et demi, quoi. Ok. Ça, par contre, franchement, c'est une exclue, là. Ouais, non, Donc, c'est... en gros, t'es pro, t'as ta vie, mais déjà, depuis que t'as 18 ans, t'as déjà le mindset de la suite. Tu savais que t'allais devenir coach d'office? Le savoir, non, mais allez, tu peux toujours l'anticiper. Mais c'était un objectif, quoi. Ouais, je me voyais pas travailler dans un bureau. Ok. Allez, et bref, à l'école, j'étais un bon élève. Ok. J'étais quelqu'un qui avait des bons points, mais voilà, j'ai pas fait d'études supérieures. Et ta voix, Ouais, voulais tout simplement continuer dans le c'était football. ouais, et voyager. Football et voyager. Ok, mais donc t'entraînes pendant ta carrière. Donc là, tu reviens du Maroc. Là, tu joues dans les divisions inférieures en Belgique. Ouais, tu bises. À Tubize, tu continues à jouer pour plaisir. Et c'est quand tu commences avec l'Union en quel Janvier 2021. Ok. Mais avant ça, en fait, j'ai créé mon école de foot avec un ami. Et qui existe toujours ou maintenant? non, j'ai arrêté parce que bon, je pouvais pas plus combiner avec l'Union. Et c'était un choix à faire aussi. Et c'est là en fait que bon, j'étais en contact avec Chris Holoclean, le directeur sportif. Mais c'est là que lui, bon, il a un fils de 4 ans, 4 ans et demi, et il me dit ouais, t'as une académie, une école de foot, est-ce que ce serait peut-être chouette que je puisse venir avec Jackson et qu'il puisse une fois goûter, quoi. Et le problème, c'est que il a goûté et il a continué à venir, en fait. Mais bon, il habitait Saint-Tron, il venait jusque Tubize. Ok. Ouais, et du coup, et en même temps, bon, on discutait, on échangeait, et lui, il déposait la graine déjà. Ok. Il savait que j'allais bosser à l'Union et que j'allais bosser avec lui. Toi, donc là, on est en 2001. 2020. Ouais, c'était quoi? Septembre. Ouais, août-septembre. Donc on est en 2020 là. Ouais, 2020. Holoclean, il est toujours à... Il est déjà à l'Union. Il venait d'arriver à l'Union, je crois, quelques mois Toi, avant. tu as ton école de foot.
Et je joue à Tubize. Et tu joues à Tubize en même temps, et donc son fils vient juste s'entraîner. Ouais. Et là, en fait, je suppose qu'il vient et vérifie déjà ce que tu fais, en fait. Ouais, exactement. Les En gens fait, sont en train de regarder, disent, il est bon ou pas? il a beaucoup aimé, parce que par la suite, on avait discuté, il a beaucoup aimé l'environnement qu'on avait créé avec tout mon staff. C'était un projet social à la base, parce que c'était pour tout le monde. Ok. Peu importe que tu joues en élite ou pas. Pour moi, le plus important, c'était de transmettre de nouveau, pas de comment faire une passe ou de dribbler un homme. Parce que ça, les enfants, ils apprennent automatiquement en jouant au football. Ils ont même pas besoin de formateur pour apprendre ça. Par contre, toutes ces qualités de leadership, qui sont la discipline, le respect, Le la mental. rigueur, l'attitude, la persévérance, surpassement de soi, toutes ces qualités-là, c'est sur ça que je mettais le focus. Et ça, Chris, ça lui a beaucoup plu, parce qu'il sentait qu'il y avait une certaine culture dans l'école de foot. Et puis voilà, il y avait beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'intensité. Et on félicitait aussi beaucoup les gamins. Donc les enfants, ils étaient épanouis, ils étaient contents. Et quand ils partaient, le but, c'était qu'ils reviennent. Même le lendemain, ils ont école, mais qu'ils disent à papa, maman, on veut retourner là-bas, c'est trop chouette, c'est trop cool. Et du coup, en fait, c'est ce qu'on voulait créer, quoi. Et au final, on voulait pas développer des joueurs qui allaient valoir 5 millions d'euros. C'était pas notre but. C'était de développer des enfants qui allaient devenir un jour des entrepreneurs, ou des pilotes d'avion, ou des médecins, ou ouais, peu importe le métier qu'ils feraient. Le but, c'était de les inspirer, quoi. Et ça, en fait, Chris, ça l'a parlé, en fait. Ça l'a parlé. Ouais, il a compris en fait, dès qu'il a compris votre pédagogie. Ouais. Après, ça me rappelle un peu les valeurs de l'Union, justement. Exactement. Et donc, toi, tu y arrives quelques temps plus tard, en U combien? Tout à fait. Je commence le 1er janvier, et je commence directement avec Chris au niveau du scouting et recrutement, dans le département du recrutement et du scouting. Mais c'est beaucoup de PC, bureau. Et moi... C'est quoi? C'est de la vidéo et Ouais, faire en des fait, analyses? c'est le processus de recrutement à l'Union Saint-Gilloise, en fait. C'est via les data, avec le président qui envoie une liste de joueurs, et après, Chris, il partageait ça entre moi et Gauthier et moi. Donc on était à deux à accompagner Chris. Et après, voilà, tu dois contacter l'agent, tu dois prendre un peu la température, si le joueur il serait chaud à venir à l'Union, combien de temps de contrat il lui reste, s'il y a une clause, c'est combien. Et Chris avait une database, et du coup on mettait toutes les infos dans sa database. Ok. Et après ça, on faisait un filtre sur mes 10 joueurs. J'en avais peut-être 4-5 où les conditions étaient intéressantes. Et là, je faisais une recherche approfondie, en fait, sur les joueurs. Ok. Et la recherche, c'est comme une 20aine de pages où tu regardes un peu L'environnement. les infos générales, l'environnement, parents, mariés ou pas mariés. Tu checkes aussi les réseaux sociaux. Si tu peux appeler l'une ou l'autre personne pour avoir des infos sur la personne, sur ses valeurs et ses qualités en tant qu'humain, c'est top à rajouter dans le rapport. Puis il y avait 4 matchs à scouter. Moi, je faisais 3 matchs à scouter, et mon collègue, il faisait un match où il fallait raconter une histoire, en fait. C'est pas il a une bonne passe, il a une bonne... Non, il faut vraiment décrire la situation de jeu avec le temps, La pression, etc. ouais, tout ce qui va avec, en fait. Et après, il y avait un rating tabelle, SWOT, analyse SWOT, et puis Purée. ouais, non, c'est très 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 Parce très, qu'en très fait, mais merci, parce que là, en fait, on se rend compte que finalement, quand certains comiques nous disent que les datas, c'est juste des bêtes chiffres, c'est beaucoup plus complexe que ça, quand même. Parce que moi, on peut pas m'expliquer que ce club-là ramène des joueurs uniquement avec de la data aussi basique. C'est beaucoup plus structuré. Maintenant que tu me dis que vous allez quand même chercher à voir ce qui se passe dans la tête de la personne, en fait, il y a aussi des data foot, mais des data aussi mentaux. Donc, je pense et c'est ça, que c'est là-dessus qu'il fait le plus important. Un jour, on était en meeting avec un joueur du Paris FC, et en fait, moi j'assistais au meeting avec Chris et mon collègue, et moi, en fait, je devais juste m'occuper du joueur, son langage corporel, son attitude, ses mimiques. Ok. Et voilà, après malheureusement, quand tu vois que il y a des il y a des joueurs, ils foutent peut-être leur carrière en l'air à cause de ça. C'est décevant, quoi, parce que
pour le même prix, bon, tu peux faire le pas vers un bon club comme l'Union et ça peut te propulser vers un top club par la suite, quoi. Mais donc toi, tu as vécu de base, en fait, t'es pas coach là à ce moment-là. Non, à ce moment-là, non, je suis pas coach. Parce qu'en fait, Chris m'a toujours dit, le métier de coach, c'est délicat et c'est dur. Il y a que très peu de coachs, mais en fait, c'est mon mentor. Ouais. C'est mon mentor. Il m'a orienté, il m'a aidé, il m'a accompagné aussi dans ce cheminement et il m'accompagnera toujours parce qu'au moins il garde quand même toujours cette expérience et il a 10 ans de plus que moi. Et non, du coup, voilà, il avait un plan de développement pour moi, mais le coaching, c'est moi qui a poussé parce que moi, au début, je travaillais au bureau avec tous les. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un taf qui te plaisait bien et qui te va bien aussi. Ouais, certainement, mais j'aime pas moi, j'aime pas rester assis. Ok. J'aime pas rester derrière un bureau. Du coup, mais j'ai beaucoup appris avec mon collègue aussi Gauthier, avec Chris, les présentations, les meetings avec les agents, les joueurs. C'est une expérience très très riche. Mais du coup, voilà, après, il y a Poco, Sébastien Pocognoli, qui faisait ses diplômes et qui allait faire ses entraînements pour son diplôme avec les U21 de l'Union. Et ça, c'était la première étape, en fait, parce que les Anglais, quand ils ont repris, ils sont occupés de l'équipe première. Ouais. Chris a introduit une certaine culture de club, culture d'équipe, culture de l'hygiène dans le club. Il a nettoyé aussi avec certaines personnes qu'il a mis de côté. Et après, il a attaqué les U21. Et du coup, Poco a commencé en U21. Et là, moi, en fait, j'étais son assistant, mais j'étais aussi responsable des U21. Donc, tout ce qui est... Chris m'a donné cette responsabilité d'être un style de petit directeur sportif des U21. Ok. Et du coup, je devais préparer une équipe, faire le recrutement, faire les meetings avec les joueurs. Je recevais un budget que je devais en fait allouer à tel joueur qui a telle qualité, qui a telle expérience et qui mérite plus que l'autre parce que ces critères-là venaient avant les autres. Exactement. Et puis voilà, le staff aussi. Le staff, je devais recruter les personnes et les mettre sous contrat et tout. Donc voilà, c'était une chouette et top expérience. Donc j'ai été assistant avec Poco pendant quelques mois, pendant 6-7 mois. Mais en même temps, là, j'avais commencé aussi les U6-U12. Ok. Donc la base de la pyramide. Ok. Et ça, c'était difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, allez, c'était toujours en mode freestyle, l'Union Saint-Gilloise. Ils ont toujours eu des talents, des très bons talents, mais il n'y a jamais eu vraiment de moyens et d'investissement dans l'académie qui permettaient de recruter des formateurs, des animateurs, des coachs qui ont des compétences et un know-how et du savoir à transmettre et qui ont les diplômes requis, mais qui doivent être payés à juste titre. Et ça, en fait, c'était la première chose que j'ai demandé à la direction. J'ai dit, OK, je veux bien, j'accepte de faire les U12 avec toute humilité parce que voilà, je veux reprendre dès le départ et pour bien comprendre comment fonctionne une académie et comment fonctionne un joueur en tant qu'individu. Et je leur ai dit, voilà, moi, la chose principale, c'est les formateurs. Parce que demain, je prends les formateurs de l'Ajax, je les mets à l'Union Saint-Gilloise. Dans 4 ans, vous avez des monstres. Dans 4 ans, vous avez des monstres en équipe première. Du coup, la réussite d'une académie, c'est ses formateurs, tout simplement. Si tu as des monstres, si tu as des gars qui sont instruits, qui continuent à s'instruire, qui sont ouverts, qui se remettent en question, qui partagent, qui sont humbles, Ouais. et je crois que c'est la réussite d'une académie, quoi. Et du coup, voilà, c'était pas évident au début de trouver des gens qui soient motivés à venir travailler à l'Union, mais je leur répétais ce que Chris me disait. Chris, avant de commencer, il m'a dit, Naïm, est-ce que tu es prêt à aller scouter des matchs en Italie pour l'Europe? J'ai dit, comment ça, je comprends pas trop. Parce qu'on était en D1B à ce moment-là. Il me dit, est-ce que tu es prêt à aller scouter des matchs en Europe? J'ai dit, mais Chris, je comprends pas trop. Comment tu vas jouer en Europe? Tu es en D1B et si tu montes en D1, avant de jouer l'Europe, tu dois être dans le top 3, top 4. Hein. Je vois exactement le genre de réponse. Et tu vois, et en fait, il était tellement convaincu. Allez, leur business plan, il était tellement bien ficelé qu'au final,
je sais pas si c'est un visionnaire ou que c'était tellement bien préparé que. Bah, c'est un visionnaire travailleur, surtout. Exactement, ouais, non, tout à fait. Mais du coup, donc, tu me dis quand même que depuis la D1B et tout ça, ils voyaient déjà la vision plus loin. Mhm. Toi, t'arrives, et je pense que même les médias ont beaucoup, beaucoup critiqué l'Union par rapport à l'investissement qu'ils mettaient. Enfin, la critique est, je trouve, un peu facile parce que, évidemment, qu'un club qui est en D1 depuis quoi, 3-4 ans, c'est beaucoup plus facile de faire rayonner l'équipe première que faire rayonner une équipe de jeunes, surtout, et tu l'as bien précisé, une équipe de jeunes qui était mise de côté depuis des décennies et des décennies. Enfin, moi, j'ai le souvenir à l'époque, je crois que c'était en 2008, l'Union, c'était déjà cata, les jeunes. Tu vois, entre le Bemt et je sais plus où, là, ou le Barca et tout le tralala, c'était déjà un petit peu compliqué. Mais toi, donc là, tu rentres petit à petit dans la gestion de la jeunesse à l'Union. Et c'est quand Poco bouge que toi, tu deviens coach, alors? Non, pas encore, même pas. Ok. En fait, quand Poco part, on termine 4e, je crois, de U21, et du coup, on a une place pour être en D2 amateur, pour jouer contre, pour être dans un championnat d'adultes. Et du coup, bon, moi, je m'estimais pas encore prêt à reprendre une équipe U23. Du coup, je voulais pas me précipiter et me casser la figure, et je voulais prendre le temps qu'il fallait. Et du coup, j'avais contacté quelques coachs, j'avais fait quelques interviews, et c'est devenu Nordin Moukrim, le coach, qui était à Anderlecht, qui est aussi bruxellois et qui connaît aussi le mode de fonctionnement un peu des jeunes talents bruxellois. Mais bon, je crois que l'environnement change de Nirped, où il a baigné quand même quelques années. C'est plus structuré, en tout cas. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, moi, en fait, c'est la même année que je deviens entraîneur des U18, au mois de novembre. C'était un jeudi. C'est Hamid El Filahi, le responsable aussi de l'académie, il m'appelle, il me dit Naïm, t'es chaud pour prendre les 18? En novembre? Ouais, en novembre. Ça veut dire que quelqu'un a lâché? Non, mais en fait, les résultats n'étaient pas top, et il voulait du changement, en fait. Et donc, il me dit, est-ce que t'es chaud, t'es prêt à reprendre les 18? Je dis, il me dit, écoute, c'est à prendre ou à laisser. Commence pas à tergiverser, à tourner autour du pot. Tu prends ou tu prends pas. Je dis, ma famille écoute, Naïm, tu prends ou tu prends pas? Je dis, c'est bon, je prends. Il me dit, écoute, rendez-vous à 16h45, tu commences aujourd'hui. Je dis, ah, ok, d'accord. Ok, parfait, vas-y. Je dois aller chercher les enfants. Bon, finalement, je commence, et j'ai repris les U18 à ce moment-là. Et bon, ils étaient 12e ou 13e du championnat, et on a fini 4e. On a une top saison, il y a des joueurs qui ont signé des contrats. Et non, c'était bien, franchement, c'était top. Belle première expérience en tant que coach à l'Union, quoi. Et puis là, donc la saison dernière, tu reprends l'équipe. Donc là, tu prends les U23 qui sont en D2 amateur. Exact. Saison compliquée, ou comment tu la jugerais pour parce que je suppose que ces jeunes-là qui étaient en... C'est la première année en D2 amateur, ou c'était leur deuxième année. La première année, on s'est sauvé avec Nordin Moukrim. Ok. Et du coup, c'était notre deuxième année en D2 amateur. Et comment toi t'as vécu cette dernière cette expérience avant ton départ, qu'on enchaînera par la suite? Ben, la D2 amateur, bon, je la connaissais parce que j'avais joué en tant que joueur à Tubize, et vu que je restais responsable des U23, j'accompagnais l'équipe à beaucoup de matchs. Du coup, j'avais un rôle plus en retrait, avec moins de coach, mais j'étais tout aussi proche des joueurs. Et du coup, après la transition, bon, elle était un peu plus simple de reprendre l'équipe en U23. Et ouais, je crois on était dans le milieu du tableau. Pour des U23, c'est très positif, parce que c'est pas évident d'être avec des jeunes dans un championnat d'adultes. Et surtout que voilà, il faut savoir que les jeunes, dans le passé, en termes de formation, ils n'ont jamais eu une formation complète à tous les niveaux. Et du coup, je devais désapprendre certaines mauvaises habitudes pour essayer de réinculquer certaines choses que je voulais leur apporter. Et ça, c'est très difficile. Très, très, très difficile. Très compliqué. Bête exemple, c'est jouer en une touche ou deux touches de balle. On a un jeu à deux touches de balle, c'est 3-4 touches. Ah, j'ai oublié. Mais ça, pendant très, très longtemps. Et plusieurs joueurs. Et ça, c'est lié au manque de formation basique, je suppose. En fait, c'est plutôt qu'on a laissé faire.
on a laissé faire, mais quand tu laisses faire, c'est comme si tu étais d'accord et que tu valorisais ce que. Après, je dis pas que le football, il faut le jouer en une touche ou deux touches, mais moi, je suis un adepte de vite transmettre le ballon. Après, oui, si tu as de l'espace devant toi et que tu dois fixer, Ouais. bien sûr. Si t'es en un contre un, tu dois éliminer, mais bien sûr. Mais bon, après, c'est des choses qu'ils ont pas eu en fait en formation, quoi. Et tu dirais que toi, maintenant, ta méthodologie, c'est vraiment le mindset union? Enfin, le modèle union? Bon, je crois que je me suis défini aussi comme un coach caméléon. Je suis pas un coach idéaliste, loin de là. J'aime bien m'adapter en fait. Je m'adapte à l'environnement, aux personnes avec qui je bosse, les joueurs que j'ai, et j'essaie d'en tirer le maximum. Et pour moi, le plus important dans ma méthodologie, c'est la connexion humaine. C'est parce que le but de la vie, c'est quoi? C'est d'être en bonne santé, tout d'abord. C'est prendre soin de sa famille. Après, ouais, le football, c'est important, mais si on te demande de choisir entre gagner une Ligue des Champions ou de rester en vie encore 10 ans de plus, je crois que tout le monde choisit de prolonger sa longévité de 10 ans. Donc voilà, le foot reste la chose la plus importante des choses les moins importantes, mais voilà, non, c'est les connexions avec les personnes, c'est transmettre du vécu, c'est aussi apprendre parce que ouais, on parle toujours des coachs qui transmettent, mais ce que j'ai dit à mes joueurs en fin de saison, je les ai remerciés parce que grâce à eux et grâce aux difficultés qui m'imposaient avec leurs bêtises, j'étais tout le temps à la recherche de nouvelles choses, de nouvelles idées, et du coup, au final, c'est moi qui a progressé plus que tout le monde en fait. Et du coup, avec toute humilité, je les remercie encore une fois, quoi. Ben, merci. Avant de conclure, peut-être un dernier mot. Pourquoi, du coup, être parti de l'Union pour signer à Anderlecht? C'était un choix très difficile, très, très difficile, parce que j'ai créé quelque chose à l'Union avec beaucoup de personnes et surtout avec Chris, le directeur sportif. Mais voilà, dans mon parcours, je me voyais évoluer d'un step logique, et bon, malheureusement, il y avait un problème de timing en fait entre ce que moi je voulais et ce que le club voulait. Et du coup, bon, j'étais un peu aussi entre guillemets mis sous pression par Anderlecht parce que bon, ils voulaient vite avancer, et du coup, la deadline a été repoussée, mais bon, je devais trancher. Et du coup, j'ai choisi de m'aventurer là-bas à Anderlecht. Je passe de la D1 amateur avec les 23 vers la D1B. Et c'est un step logique. Et voilà, de toute façon, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Et peut-être que je resterai à Anderlecht 10 ans. Peut-être que je resterai que 2 semaines. On me mettra dehors. Peut-être que ce sera 1 an ou 1 mois. Et voilà quoi. Donc, Tu t'es rappelé d'une certaine phrase? Le train passe parfois qu'une fois. Exactement. C'est bien en tout cas. Exactement. Mais moi, en tout cas, je te souhaite déjà le meilleur dans ta nouvelle position et dans ton nouveau club. Et là, un petit contenu rapide pour vraiment conclure. Donc, du coup, le 11 de tes joueurs. Alors, donc j'ai mis au goal Simon Mignolet. Back droit, je sais qu'il va pas aimer, mais à Charleroi, il jouait back droit et il faisait du sale. C'est Hervé Cagé. C'est vrai qu'il était très fort back droit même. Mais Anderlecht aussi, il était back droit. Ouais, exactement. Central droit, j'ai mis Toby Alderweireld. Ok. Central gauche, Mehdi Benassia. Beau. Latéral gauche, Laurent Robert. Ok. Qui jouait en Grèce. Laurent Robert de Paris. Ouais, du PSG. Ok. Ouais, c'était mon grand. Ok. Je suis très souvent en chambre ensemble. Top gars, franchement, top personne. En 6, alors j'ai une équipe très dynamique, très dominante offensivement. On va déjà voir quel style de coach t'es. Ouais, tu vas comprendre. J'ai mis Grégory Christ en 6. Ok. Voilà, comme ça tu comprends. Qui était plutôt... Il mettait des crochets sur les ailes. Ouais. Mais lui, je le mets en 6 parce que c'est un gars qui tu peux donner le ballon même dans les 16 mètres. Il va pas le perdre. Il va s'en tirer avec quelque chose de positif. Devant lui, en 10, côté droit, j'ai mis Ismaël El Omari, avec qui il joue à Tubize. Pour moi, c'est un top joueur, top personnalité, qui n'a pas eu la carrière avec qui il méritait. Okay. Milieu gauche, en 10, j'ai mis Tumer Metin, international turc, à qui il joue en Grèce. Incroyable, impressionnant. Il marchait dans le vestiaire nu.
sa cigarette en bouche et il chantait en turc. Mais franchement, qu'est-ce que j'appréciais ce moment. Ben sendem oldururum. Enfin, magnifique, magnifique. Ah, c'était de la kiffance. Et non, très inspirant. Et quel joueur. Il était fin comme ça, mais impressionnant. Il a joué Fenerbahçe aussi. Donc lui en 10 avec El Omari. En 9, je mets Romelu Lukaku. À droite, je mets Mehdi Carcella. À gauche, Achraf Ben Sharki, l'homme fort du Wydad de la Ligue des Champions africaine. Beau 11, en plus avec pas mal de références à la Pro League et d'autres à tes expériences étrangères, donc très beau. Du coup, ton livre ou ton film préféré, je suppose que c'est Le fameux secret. Il y a Le secret et il y a aussi un cadeau que j'ai reçu d'Yannick Ferreira, un livre, Champion dans la tête. Champion dans la tête. Champion dans la tête. Ok. Ouais. Magnifique. C'est un livre de santé, j'allais dire de coaching mental un peu. Ouais, entre autres, ça parle de l'état d'esprit qu'un sportif de haut niveau doit avoir, dans n'importe quel domaine. Et donc, est-ce que tu pourrais donner une formation intéressante que tu conseillerais à toutes les personnes qui veulent devenir coach? Moi, je crois que la meilleure formation, c'est la formation de la street. Le foot de rue, c'est... Allez, merci à tous les clubs formateurs où je suis passé, mais merci à la rue parce que quand tu joues dans la street, t'as pas de coach. T'es ton propre coach, tes coéquipiers, c'est tes coachs, et t'as intérêt à faire ton taf parce que je crois que t'as plus de pression dans la street quand tu perds, quand tu joues pour ne pas perdre et que t'es obligé de rester dans le jeu parce que si tu perds, tu sors, t'es cuit. Et du coup, voilà, le parc, il n'y a pas de système. Le keeper, parce qu'à BX, on dit t'es keeper ou t'es pas keeper. et t'as le keeper volant. Quand le keeper il s'engage et qu'il avance, il laisse le goal vide et que toi, t'es le joueur le plus proche. Si tu regardes pas qui s'aventure et que tu prends pas sa place, on perd le ballon, il te lobe, t'es cuit. Du coup, tu développes une certaine intelligence collective et au-delà de ça, et c'est là que moi j'ai aussi appris cette intelligence collective de jouer à n'importe quel poste. N'importe quel poste, une fois t'es attaquant, une fois tu défends. Et au-delà de tout ça, tu développes énormément de qualités de leadership et de personnalité. Cette grinta, cette rage de gagner, t'encaisses. Tu dois rester stable émotionnellement pour pas baisser les bras, continuer à persévérer. Donc franchement, la meilleure formation dans foot à 11, c'est peut-être le 4-3-3, mais c'est un système figé. Une fois que tu joues, mon rêve, c'était en tant que central de faire des infiltrations. Et là, maintenant, je commence à voir que l'Inter de Milan et certaines équipes commencent à le faire. Ouais. Et ça c'est mon kiff. C'est qu'il n'y a pas de position. C'est total football. Et ça j'adore, quoi. Et c'est savoir cette liberté en tant que joueur, cette créativité. Mais tu dois toujours penser à cet équilibre collectif. Et ça, pour ça, tu as besoin que les joueurs ils regardent. L'outil le plus important du footballeur, c'est les yeux. En tout cas, merci pour tout. Franchement, je sens que je vais me régaler devant tes matchs. Parce que je pense que tu as vraiment... j'ai l'impression en tout cas que tu as une méthodologie très moderne. Tu as envie de faire jouer tes équipes, ce que je crois comprendre. Et au-delà de ça, et je pense que c'est ça qui fera toute la différence, c'est l'aspect mental que tu nous évoques beaucoup. Et donc, juste peut-être une toute dernière question. Quelle personne tu nous conseillerais d'inviter pour le prochain entretien? Je sais pas pourquoi je pense à Romelu Lukaku. Ouais. Mais... Ok. Ouais. Ok. Écoute, on va tenter notre chance. On va tenter. Et sinon, on te souhaite vraiment tout le meilleur. J'espère que cette saison à Anderlecht sera juste le début de nombreuses belles autres saisons. Parce que je pense comme toi qu'il y a énormément de talent à Bruxelles. Exact. Et ça fait plaisir de voir un talent bruxellois pouvoir les accompagner. Donc, un grand merci à toi. Et pour tous nos auditeurs et nos téléspectateurs, on vous remercie grandement. On espère que vous allez kiffer cet entretien. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ciao, ciao.